Madame, Monsieur, bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de nous retrouver ce matin sur 10-12 le Zénith. C'est avec le même plaisir que vous serez à nouveau servis pour cette nouvelle édition. Allez, installez-vous confortablement. La Dream Team est au complet et avec elle, nous allons encore vous balader dans les méandres de l'actualité camerounaise, mais surtout des sujets qui sont plus que jamais proches de chacun d'entre vous. Commençons à dire déjà bonjour ce matin à Bonbon Bengan qui est avec nous. Bonbon, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Covid-19, oui, mais les morts continuent. Pas de Covid. Le Cameroun vient de perdre un de ses dignes fils, c'est Monsieur Sirandi Moraogué. Peut-être beaucoup ne savent pas, c'est l'un des spécialistes dans le transport d'énergie électrique dans ce pays. Au cadre à Sonatrel, il est décédé hier. Triste, très mauvais, non, avant-hier dimanche, très triste, des suites d'une intervention chirurgicale. Au moment où on commençait petit à petit à essayer de donner de la consistance à Sonatrel, voilà qu'un haut cadre vient de partir, M. Sirandi Moraogué, il est parti, père ton âme digne fils, mais comme on disait toujours, Odin fit la patrie reconnaissante. Est-ce que dans le Grand Nord qui a perdu ce digne fils, le Cameroun qui vient de perdre ce digne fils, mais pourtant il a été là, au moins depuis 2011. Si les autorités camerounaises avaient su qu'il avait formé quelqu'un qui était spécialisé dans le transport de l'énergie électrique, on l'aurait consulté. Il est parti comme ça. Il ne l'a pas consulté. On l'a envoyé à l'école un peu pour rien. Voilà où l'on se trouve aujourd'hui, où Sonatrel en avait vraiment besoin, et le Cameroun aussi. Il en meurt, on va dire, il en meurt, il s'en va avec tout ce bagage, toute cette connaissance. On en profite ce matin pour adresser aux familles durement éprouvées, mais au Cameroun également, qui ont connu M. Sirandi, voilà, Moraogué, de prendre dans la mesure possible une minute de silence pour saluer ce digne fils du Cameroun, qui était l'une des plus grandes têtes, surtout pensantes, dans le secteur du transport de l'énergie, et d'ailleurs très bien formé à bonne école. Très bien, et surtout, voilà un gars recruté à la SONEL au niveau bac, il demande des disponibilités pour aller à Gaoundéré, INSEAD, parce que vous avez parlé du centre universitaire de Gaoundéré, ouais. C'était l'INSEAD pour être formé. Il revient, il repart au Canada, toujours sur l'institution. Vous voyez comment les gens nous apprécions souvent, M. Nial, beaucoup pensent que c'est la Talakou, mais non, il dit il est allé obtenir son doctorat en transport d'énergie électrique au Canada. Il revient, on le prend. Au moment où le Cameroun pensait avoir des fils au moins confiés, voilà quelqu'un qui aurait dû être directeur général de Sonatrel, mais on pense que c'est l'ENAM qui gère le pays. Mais bon. En tout cas, monsieur Sirandi n'est plus. Bien de choses encore aux Camerounais qui devraient, quoi qu'il en soit, plus que jamais avoir en esprit qu'il y a des talents et des potentialités en terre camerounaise. Charles Amel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour au ministre de la Santé, peut-être à la suite de Mbambok. Désormais, les Camerounais marchent avec une expression « quand l'hôpital tue ». Hier, nous étions à Koussiri quand M. Mélanchon Eli est arrivé à l'hôpital de Koussiri souffrant d'un paludisme aigu. Il avait un accès palustre. Il arrive, à peine interné, on le place directement le glucosé sans prendre les paramètres. Pourtant, il était diabétique. On ne lui a pas mis le Ringer. Quelques minutes après, il a commencé à faire une crise. Lorsqu'il se rend compte, rapidement on enlève, sauf qu'il n'a pas survécu, il est mort. Dès qu'il décède, on transpose directement en Covid-19. Était-ce normal dans un hôpital? Autre chose, Monsieur Nyamsi Ongolo arrive dans un autre hôpital, cette fois-ci à Douala, accidenté de moto. Et là, pour qu'on prenne soin de lui, seulement quelques minutes après, il décède, on parle de Covid-19. Sauf qu'on ne présente pas les résultats, mais le corps, lui, il est saisi pour être inhumé. Monsieur le ministre, de grâce que ce Covid n'entraîne pas un désordre finalement,
Parce que hier, c'est jusqu'à 23 heures que certaines familles ont quitté parce qu'on n'a pas remis les corps pour ceux qui sont rentrés de typhoïde, mais qui ressortent avec le Covid-19. Y a-t-il des mesures prises dans les hôpitaux pour empêcher la propagation au sein même de l'hôpital? Cette question, on se la pose. Et on attend bien sûr des réponses du ministre de la Santé publique, le docteur Manoda Malachi, qui plus que jamais est interpellé sur ce dossier et surtout sur ces cas qui créent le désordre aujourd'hui. On ne pourra plus être malade simplement, aller à l'hôpital. On n'a plus que jamais peur de se rendre dans les hôpitaux. On s'en souvient également de la sortie du directeur de l'hôpital central qui demandait aux malades de venir à l'hôpital. Voilà, de ne pas avoir peur. Effectivement, c'est bien fait de le souligner. Pour partir d'un pavillon à un autre, on change de tenue? Est-ce que c'est les mêmes babouches avec lesquelles on était dans la zone des malades de Covid qu'on va peut-être chez les gars qui ont des cancers, qu'on va là où il y a le diabète? D'abord, le ministre a dit qu'on a procédé au détachement du personnel. Donc, si vous étiez hier, je ne sais pas moi, un gynéco ou un ORL, et qu'on vous a choisi pour aller maintenant suivre des malades de Covid, vous venez, vous allez là-bas directement au Covid. Il n'y a pas d'interchangeabilité des services. Donc, c'est qu'on a, on a même pris les cardiologues, les rhumatologues et tout, qu'on a affecté là-bas. Donc, voilà. Mais quand il y a mort d'homme et que l'on ne vous donne pas la raison véritable de ce décès, on ne donne pas. Les gens font des tests dans le Covid, il y a un problème. Les gens font des tests dans les hôpitaux. C'est après qu'on a énumé qu'on donne les résultats. Il n'y a pas de résultats à l'immédiat. Même les certificats, même de genre de mort, on ne donne plus. Très bien. On ne donne même plus. On en reparle avec vous ce matin. Karine Santia nous retrouve. Bonjour Karine et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que de tout votre processus scolaire, vous avez pu être juste 24 dans une salle de classe? Si c'est le cas, répondez-nous en commentaire. Bon, moi je l'ai été. Moi je l'ai été. J'étais en brousse. Non, mais pas de votre génération, Bonbon. Pas de votre génération. Ils comprennent ce que je demande. Nous venons nous arracher. Moi, j'avais plus de 15 ans, on m'a dit, viens commencer l'école. Peut-être nous, on a eu la chance de faire cette école-là où nous étions maxi 20 dans une salle de classe. Mais là, c'est au CES de Bassamba. Pour ceux qui connaissent Bassamba, en fait, nous y étions. On ne parle pas de ça. Bon, c'était un bon ça. C'est hier. Je parle des salles de classe au Cameroun. Tout mon cursus scolaire, je n'ai jamais été dans une salle de classe de moins de 100 élèves. Très bien. Je parle de moi. Alors, pour ceux qui sont dans les grandes villes, peut-être. Je parle de moi. D'accord. C'est fort, c'est vous. Allez, Dominique Audrey Oyengelek est de retour sur le plateau ce matin avec le même sourire. Dominique, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel, vous dire que je suis de retour, c'est comme si vous m'avez envoyé quelque part. Hein. On est toujours heureux de te voir de toutes les façons. Le plaisir est partagé. Ce matin, moi, l'interrogation que j'ai, c'est après avoir parcouru le communiqué du ministère des enseignements secondaires, je n'ai vu nulle part qu'on mentionne quelles sont les mesures qui seront prises par rapport à ces enseignants qui vont devoir enseigner ces classes d'examen-là. Peut-être ça viendra après, mais tout de même, il sera important de mentionner à ces enseignants-là qu'ils auront des mesures d'accompagnement. Parce qu'on parle simplement de faire des groupes pour enseigner ces 24 élèves par classe. Et qu'adviendra-t-il des classes intermédiaires? Est-ce que l'année se termine pour eux? Visiblement, oui, puisque le 1er juin ne concerne que les classes d'examen. Donc, vivement qu'on nous donne des informations complémentaires à ce sujet. Très bien. Allez, on vous a suivi. Madame, Monsieur, n'hésitez pas, vous le savez. Lorsqu'on vous propose nos différents sujets, vous trouvez toujours l'occasion de nous laisser vos commentaires et les suggestions qui passent avec. C'est 10-12, le Zénith, pour ceux qui nous retrouvent sur Facebook ou encore sur la page officielle même Equinox Télévision pour ceux qui le regardent en direct à travers la planète entière. Merci pour votre confiance et votre fidélité. N'oubliez pas également le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires. Karine Santia a la lourde responsabilité de nous les lire ce matin. Allez, retournons-nous à nouveau vers vous, Dominique Audrey Oyengelek, pour mieux comprendre l'histoire de ce jour. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit des lamentations d'une jeune femme âgée sensiblement de 25 ans. Le problème qu'elle traverse aujourd'hui, beaucoup de femmes dans leur foyer le traversent également. Rendez-vous compte, Bernadette vient de donner naissance à un bébé. Elle a accouché par césarienne. Et le problème qu'elle rencontre, c'est que depuis 1 an qu'elle vit maritalement avec son conjoint, elle remarque que celui-ci ne mange pas à la maison.
il rationne. Des soirs, lorsqu'il rentre du travail, il achète tout, déjeuner complet, fruits, yaourt et tout. Et le matin, en sortant avant d'aller au travail, il rationne. Mais sauf qu'elle se donne de la peine toute la journée pour cuisiner pour celui-là. Et malheureusement, lorsqu'il rentre, le soir, il ne mange pas. Mais mon chéri, pourquoi tu ne manges pas? Non, mon patron, à la sortie du travail, m'a invité à manger. Et tu sais que c'est mon patron, je ne peux pas refuser de manger. Ok, c'est pas grave. Le lendemain, même scénario, pourquoi tu ne manges pas? Non, je suis passée chez ma mère avant d'arriver ici. Donc j'ai mangé déjà là-bas et je ne peux plus manger. Bernadette raconte que son mari est un homme très regardant. Que toutes les fois où le ginger ou bien le sel ou encore le piment a un peu débordé dans la nourriture, il est très strict et à chaque fois il lui dit il y a tel condiment qui s'est cédé, donc tâche la prochaine fois de faire mieux, que ça ne se répète pas. Aujourd'hui, on a une femme qui est dépitée. Elle dit qu'elle ne s'est pas rapprochée de sa belle-mère parce que ça fait à peine 1 an. Elle est déjà dans le foyer et elle ne voudrait pas créer des problèmes. Elle estime que c'est trop tôt pour commencer à avoir des plaintes auprès de sa belle-mère et elle nous demande d'abord conseil. Est-ce normal qu'un homme rationne et qu'il ne goûte pas manger chez lui lorsqu'il rentre du travail? Y aurait-il des conséquences à long terme à ce genre de situation dans son foyer? Quelles peuvent être les raisons, je m'adresse à vous les hommes sur ce plateau, pour qu'un homme ne mange pas la nourriture de sa femme, même s'il y a un peu de sel qui déborde? Et que faire dans ce genre de situation? Pas seulement à nous quand même, Dominique Audrey. Il y a aussi les téléspectateurs ce matin qui pourront réagir à ce sujet, nous donner bien évidemment leurs différents avis. Qu'est-ce que ça vous fait, vous monsieur, de ne pas manger la nourriture de votre femme? Étant donné que vous avez rationné, est-ce qu'il y a un problème ou il y a des problèmes? Comment vous expliquez que madame se donne, toutes les difficultés à vous faire manger une fois le soir à la maison, que cela ne vous intéresse pas véritablement et que vous trouviez quand même des raisons, on peut dire entre guillemets farfelues, qui ne l'arrangent beaucoup plus? C'est de la méchanceté. Ah d'accord, c'est de la méchanceté vous dites. En tout cas, donnons l'occasion à Bonbon Bengan ce matin. Puisqu'en même, lui, il est sage, il a un vécu, il a une expérience de vie. Mais il mange à la maison. Peut-être il mange à la maison. Écoutons-le de toutes les façons, qu'il nous donne son point de vue. Bonbon, il faut aider cette femme. Elle veut absolument que son mari revienne à la maison manger la nourriture. Étant donné qu'il rationne pour cela, il se doit également le faire. C'est un devoir. C'est un devoir pour l'homme, pas pour la femme. L'homme, quelle que soit manière, ne doit jamais refuser la nourriture de sa femme. Voilà. Jamais. Attends, ensuite. Pourquoi on dote en réalité? Le mariage, c'est quoi? Quand on dit consommer le mariage, ça commence par la table et ça se termine. C'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire cet homme est condamnable sur tout point de vue. Voilà. Sur tout point de vue. Même si vous avez surpris votre femme en flagrant délit d'adultère, elle vous donne la nourriture, vous mangez. Vous pouvez manifester la colère, vous pouvez... C'est comme ça que ça se fait. Donc le faire autrement, surtout pour une femme qui vient d'accoucher, là, c'est condamnable. Même si vous surprenez votre femme en pleine... Oui. C'est rare. Et qu'elle vous fasse à manger, vous mangez d'abord. On part du principe que on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Ouais. On laisse la femme, si elle est pala, elle ne sait pas préserver sa dignité. Bon, elle va se dévoiler et elle va se dévoiler si elle est pala. Mais pour le cas de c'est tout à fait normal qu'un homme s'énerve si vous trouvez votre femme dans une position. Vous pouvez même passer. Mais refuser la nourriture, cher ami, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui peut bien expliquer le comportement de cet homme? La femme... Pardon? Qu'est-ce qui peut bien expliquer son comportement? C'est-à-dire, vous rationnez normalement le matin. Je ne peux pas comprendre ça. Vous rationnez normalement. Nous, on ne comprend pas ça. Puisqu'en fait, je ne peux pas justifier quelque chose qui est mauvais. Oui. Donc, c'est justement ça. Vous vous dites, mais pourquoi il a tué ça? Non, bon, on va justifier. Oui, vraiment, on l'avait... Non. Il y a des choses qu'on ne justifie pas. D'accord. On ne justifie pas. De la même manière, même si vous avez porté main sur votre femme, elle doit vous donner la nourriture. Non. Ouais. Elles doivent préparer à manger et vous accompagner à table. Donc, c'est ça, un homme qui refuse, mais ça va arriver comment? C'est-à-dire, même comme nous avons beaucoup de femmes
Je mange, c'est ma deuxième fois, ma troisième. Maintenant, si la première me dit, je dois garder un peu dans le ventre pour manger sa nourriture. Et si je ne mange pas, je me justifie. J'ai l'obligation de dire non. Comme tu vois, tu informes même un mensonge. J'ai mangé chez ta en disant que, voilà, non, vraiment, je suis, voilà. Même si tu as mangé chez ta co-épouse, tu dois manger chez elle. Voilà. Tu dois manger, tu ne dois pas gonfler le ventre au point où tu viens. Non, c'est pas possible. C'est une logique. Donc cet homme, il est condamnable. C'est une logique africaine. Oui, il est condamnable. Ce n'est pas seulement africain, c'est universel. Regardez le confinement qui arrive en Occident aujourd'hui. Parce que précisément, les Occidentaux qui ne savent pas ce que c'est que l'amour, le mariage, on leur dit, restez à la maison, aux femmes et maris. Ils commencent à se battre dès le 4e jour. Précisément parce que tout le monde sort à 5 heures. Machine, métro, tout ça, tu reviens le soir, c'est lui qui arrive le premier, il fait les frites. Il pensait que c'est ça l'amour. Maintenant, on vous dit, regardez-vous les yeux dans les yeux. Il commence à se battre. Et les femmes, moi ça me plaît. Ce n'est pas parce qu'on tape sur les femmes, mais justement pour montrer que c'est notre culture qui est universelle. Mange la nourriture de ta femme, mon frère. Sinon, si la femme t'amène, te porte plainte. Parce qu'il y a une situation où la famille disait, quand l'homme devient pervers, on se rend compte que tu as même un deuxième bureau, troisième et tout, sans se justifier. On peut dire à l'homme, tu ne montes plus sur notre fille. Ah bon? Oui. C'était possible. Il arrivait des situations comme ça, oui, on dit, c'est notre fille, tu ne la touches plus. Wow. Ouais. Oui, absolument. Donc, quand on dit des choses, vous avez l'impression, quand vous dites apprendre le Mais mariage, ça, c'est le bon côté. il y a toujours, il n'y a que des bons côtés. Maintenant, si votre femme, vous devez donner l'autorité à la maison. Qu'est-ce que la femme veut dire? Vous l'amenez dans la chambre, vous corrigez, vous ramenez ainsi de suite, mais vous devez manger sa nourriture. D'accord. Point de vue de Mbombo Mbengan ce matin, vous devrez manger la nourriture de votre femme, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si c'est le même point de vue que partage ce matin Karine Santia. En tant que femme, Karine, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas à se demander si elle-même n'est pas pour quelque chose? Premièrement, est-ce qu'elle prépare bien? C'est la première question. Deuxièmement, est-ce qu'elle n'aurait pas vexé quelque part son mari, ce qui l'amènerait un peu à bouder quand même sa nourriture? Bon, est-ce qu'elle prépare bien? Oui. Selon ses dires. Je vais reprendre vos questions. Non, on a entendu tout à l'heure qu'elle ne peut Est-ce pas aller qu'elle- chez sa belle-mère parce qu'elle vient Non, d'entrer non, au non, mariage. parce c'est un peu qu'elle compliqué. vient de se marier. Est-ce qu'elle peut pas bien? L'homme, avant de l'épouser, n'avait jamais mangé sa nourriture. Si, si. C'est après l'avoir épousée qu'elle est devenue mauvaise cuisinière. Il faut se poser les bonnes questions. Donc, l'homme, je pense qu'il a eu ce qu'il voulait. La gardienne de sa maison et sa femme à faire des bébés. Maintenant, il peut aller dehors, faire ce qu'il a à faire, rentrer, dormir. Et il y aura toujours quelqu'un qui va garder sa maison. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que quand il rentre et que sa femme demande, j'étais avec mon patron, on a mangé. Je suis passée chez ma mère en rentrant, j'ai mangé. Sa femme, c'est qui? C'est son patron. Son épouse, c'est qui? C'est sa mère. Parce que même quand vous mangez dehors, vous devez toujours avoir un espace pour le repas de votre femme. Pourquoi? Non, l'homme ne mange pas dehors. L'homme, si vous mangez ailleurs. C'est la même chose, c'est pas dans la maison. C'est comme les enfants de C'est pas c'est la même chose, c'est pas dans la maison. Même s'il mange n'importe où, il doit avoir de l'espace pour la nourriture de sa femme. Pourquoi? Parce que le repas que vous prenez lorsque votre femme vous sert quand vous êtes rentré du travail, c'est le moment le plus important pour vous deux. C'est un moment où vous partagez. Vous avez l'occasion de savoir ce qui s'est passé après vous, qui a appelé. Elle va toujours trouver une occasion d'échanger avec vous. Mais quand vous ne le faites pas, vous n'avez pas de relation avec votre femme. Il n'a pas de relation avec elle. Imaginez un problème comme celui-ci. Elle ne peut pas s'asseoir avec lui et lui dire que vraiment, quand tu ne manges pas la nourriture, moi, ça me fait mal. Mais ce n'est pas Ça que ne là-bas me qu'on plaît peut pas. parler. On peut se parler même ailleurs. Non, je dis un problème comme celui-ci. Elle n'arrive pas à lui dire en face que quand tu ne manges pas la nourriture, ça me fait mal. Ça ne me plaît pas. Et je n'ai pas envie d'aller raconter ça à maman parce que si je lui dis, elle va trouver que je me plains trop puisqu'il est encore très tôt pour moi d'aller vers elle pour des plaintes. Et elle n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que il y a une barrière entre les deux. L'homme, il y a comme une fissure. Elle a l'impression que soit l'accouchement a fait changer son mari, soit le mariage a fait changer son mari. Mais il faut noter qu'il y a des hommes qui, lorsque les femmes sont enceintes, ils changent.
Mais si elle ne prépare pas bien et que l'homme Il n'y bouffe a sa pas de nourriture... si elle ne prépare pas bien, Parce il qu'elle goûte sa elle peut ne nourriture. pas bien préparer. L'argument là ne tient pas. Je vous explique pourquoi. Parce que la nourriture de votre femme doit obligatoirement toujours être bon pour vous. Même si elle prépare mal. Il n'y a pas de mal là-dedans. Le sel dépasse, ça doit être bon pour vous. Le sel ne suffit pas, ça doit être bon pour vous. Il y a trop de piment, vous devez manger comme si vous avez eu l'appétit. Parce que les étrangers qui entrent chez vous ne doivent pas savoir que la nourriture de votre femme n'est pas bonne. Quand vous mangez avec les étrangers à table et que c'est votre femme qui a préparé, vous devez lui féliciter et dire, chérie, c'est très bon aujourd'hui. Pour que les gens qui entrent chez vous comprennent que chez vous, on mange avec la nourriture trop salée. Chez vous, on mange trop pimenté. C'est après que vous dites à votre femme que chez lui, tu allais un peu de main morte. Tu n'es pas allé de main morte aujourd'hui avec le sel. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas que les gens pensent que parce qu'ils sont des hommes, ils ont le droit à certaines choses. Ils n'ont pas le droit de faire d'avoir des retenues. Ils doivent avoir des retenues. Que vous ne mangez pas dans de votre mère, que vous dites que vous êtes passé chez votre mère et alors, tu vas manger. Et s'il n'y a plus d'espace? Il n'y a plus d'espace où? Quand on peut être polygame en Afrique, ça veut dire qu'il y a l'espace pour tout. D'accord. Et si on peut être polygame en Afrique, ça veut dire qu'il y a de l'espace pour tout. Parce que toutes les femmes qui préparent là, elles envoient leur combo. Et vous devez manger toutes les nourritures. C'est pas comme si vous devez goûter ici. Vous devez manger. Parce que si vous ne mangez pas beaucoup ici, vous mangez petit là-bas, elle peut comprendre aujourd'hui que bon, c'était pas son mets préféré. Mais demain, si vous faites pareil, vous allez expliquer. Très bien. Charles Amel Bachou, ce matin, c'est quand même un sujet tout à fait passionnant pour les femmes qui nous regardent ce matin, même pour les hommes aussi. Comprendre ce qu'on peut faire pour amener cette femme, du moins pour aider cette femme à peut-être donner plus de confiance à son mari, peut-être comprendre elle aussi ce qui se serait passé pour que son mari boude son repas. Il faut quand même l'aider. Quel regard vous y jetez, vous? Alors, je dirais que les femmes font tout, sauf ce qu'elles devraient faire et savoir. Ça veut dire 80% de leur vie, les hommes passent le temps avec la femme d'un autre. Nous sommes d'accord déjà sur ce principe? Je n'ai pas compris. 80% de la vie des hommes, ils la passent avec la femme d'un autre. Alors là, j'avoue que je ne me retrouve pas. On poursuit. Leur maman. Leur maman. Très bien. Qui est la femme de leur père. Ouais. Vous voyez que beaucoup de personnes allaient déjà à gauche et à droite. Tu vois. J'ai dit bien, vous avez vu le banc. J'ai dit 80%. Karine a vu la maîtresse. J'ai dit, oui, vous voyez. C'est ça. Ils sont toujours prêts à piquer. 80% de leur vie, les hommes la passent avec la femme d'un autre. Allons-y, Charles Amel, on vous écoute. 80% de la vie de l'homme, il la passe avec la femme d'un autre, sa maman. Conséquence? Non, c'est pas une conséquence. Allez, on c'est poursuit. un fait. Parce qu'au départ, la femme qu'il veut avoir doit ressembler à sa mère. Il vit avec une femme qui devrait être comme sa mère. Voilà pourquoi on parle de 80. Les 20%, c'est l'autre qui arrive, qui complète. L'évaluation de la femme commence à 5 heures et s'achève à 22 heures, tous les jours. Le plus bel examen que compose la femme, c'est dès le lever à 5 heures et ça s'achève à 22 heures. Ça repose sur 4 matières. Première matière, la sexualité. Le plaisir qu'elle donne à son mari. À 5 heures. Une femme ne sort pas du lit sans donner le plaisir à son mari. Elle doit le supplier même. Deuxième, l'éducation des enfants. Comment est-ce que toute la journée elle a donné l'éducation aux enfants? Troisième point, l'entretien de la maison et de la famille. Il est recommandé à toutes les femmes à 5 heures d'appeler la belle-mère. Maman, tu es bien dormi, tout va bien? Tous les jours? Les belles-sœurs, c'est un devoir. Non, comment vous pouvez faire une semaine C'est sans savoir un comment devoir. votre belle-mère va? Vous devez savoir comment va votre belle-mère. C'est votre maman. Et le dernier, le repas. La nourriture. Voilà les 4 évaluations de la femme journalière. Dans la nourriture, on a tout. On prépare tout. Il y a l'émotion. La femme qui prépare avec la jalousie, il y a trop de sel. La femme qui prépare avec la colère, il y a beaucoup de piment. La femme qui prépare avec la déception, il y a absence d'épices. Ça veut dire qu'elle a coulé des larmes pendant qu'elle préparait. Si vous rentrez chez vous, la nourriture est fade, bien qu'on l'ait réchauffée, posez-vous des questions. Ça, c'est des stratégies bambou. Il y a le service. Dans le service que la femme fait à son mari, il y a le sourire qui provoque l'appétit. Il y a le regard. Comment est-ce que la femme vous sert?
Quelle est la position quand vous mangez, monsieur Michel Ngachou? Même dans le restaurant, la serveuse ne s'éloigne pas de la table. Elle est assise quelque part, elle regarde. Lorsque vous sortez un cheveu, elle court. Parce qu'elle veut se rassurer que les clients mangent avec appétit. C'est un devoir. Lorsque vous mangez, non, permettez-moi. Lorsque vous mangez avec peu d'appétit, ça doit susciter un problème chez la femme. Voilà. Il y a la disposition du repas. Il y a des femmes qui arrivent, elles ne connaissent pas comment disposer les combos sur la table. Vous me regardez, Karine, mais je vous dis oui, c'est un facteur d'appétit. C'est un facteur d'appétit. Vous avez des femmes qui, dans certains ménages, superposent les sauces sur le riz et tout ça. Oui, c'est un facteur d'appétit. Et vous avez le dernier facteur qui est la préconsommation. Vous savez que quand vous passez à côté d'un homme qui mange, il tous sait que sa femme a posé un problème d'argent. Dès que vous entendez un homme qui tousse avec la femme, beaucoup de femmes attendent le repas pour poser des problèmes. Non, il faut le dire, disons les vérités. Donc vous vous rendez compte que à ce niveau, elle est tombée sur un monsieur qui est un excellent cuisinier, qui a été formé par sa mère. Lorsque ça déborde, il dit ça c'est le Ndindia. Et il ne se trompe pas. Elle a reconnu. Quand ça déborde, il dit ça c'est le Djangsang qui a débordé. Alors, avec ce stade de personnes, on doit être méticuleux. C'est un monsieur qui connaît l'art culinaire. Alors la femme doit composer. La femme doit composer. Vous savez, vous aimez bien me prendre au premier degré. Il connaît la cuisine. La femme devrait donc composer avec son mari. C'est-à-dire le soir, elle devrait attendre son évaluation. Discuter avec son mari, ça a été dur, s'il te plaît, j'ai des petites lacunes, je ne parviens pas. Comment tu penses qu'on peut gérer? Parce que j'ai envie qu'aujourd'hui, tu manges, tu as de l'appétit. Qu'elle flatte son mari pendant un temps mort, elle voit comment il va la côtier. Ça, c'est important. Mais on a dit, la femme quitte de chez, avec l'éducation de sa mère, épouse celle de sa belle-mère et applique celle de son mari. Donc, ça veut dire qu'elle a loupé l'éducation de la belle-mère. Parce que si elle était passée par la cuisine de sa belle-mère lui aurait dit, écoute, mon fils, il aime manger comme ça, mon fils, il est ci, mon fils, il est ça. Elle a traversé la cuisine, elle est allée au salon. Conséquence, elle subit ce qu'elle vit. Charlemagne battu ce matin, madame, messieurs, avec son opinion, et vous l'avez bien compris, plus que jamais, la jeune fille est interpellée dans cette analyse-là et a passé toujours à la cuisine de la belle-mère pour mieux comprendre ce que son fils aime manger. Mais pour mieux comprendre également la prestation ce matin de Dominique Audrey Oyengele, il y a lieu quand même de sauver cette dame, parce que je pense aussi, en tant qu'homme, qu'on peut être très exigeant, méticuleux avec le repas. Peut-être moi aussi j'en fais partie. Mais il y a quand même, il est important de sauver l'honneur de sa femme. Je pense également, Dominique Audrey, sans me tromper, que... Il ne l'a pas accusé. Oui, il faut... Parce que vous dites sauver l'honneur, il ne l'a pas accusé. Oui, puisqu'il ne mange pas. Il ne mange pas. Elle non plus ne peut pas voir sa belle-mère, c'est problématique. Dominique Audrey, votre point de vue ce matin? Moi, ce que je pense, c'est que si vous êtes avec un homme qui ne veut pas manger alors qu'il a rationné, ne faites plus à manger. Parce que quand la femme prend la peine d'aller au marché, d'acheter des vivres, d'acheter même des fruits, parce qu'elle se dit non, il faut que mon chéri mange. Et après, comme il aime les ananas, je vais lui faire l'ananas ensuite. Et le bon monsieur rentre, il ne mange pas, il vous dit qu'il allait manger avec son patron. Je ne fais plus à manger. Je fais le minimum pour moi. Je fais sauter ma boîte de riz ou j'achète mon tapioca. Je mange. Tu ne manges pas, ne rationnes pas. Moi, je n'aime pas ça. Ça fait trop mal. Vous le faites lundi. Mardi, je viens avec ma mère. Il n'y a pas de problème. Et je ne vous avertis pas. Je viens, je dis j'ai faim. Il n'y a pas de problème. Mais je vais expliquer à votre mère pourquoi il n'y a pas à manger. Oui, si votre mère est ma mère, si vous avez écouté ce que Momok a dit, c'est que même dans la colère, on prépare toujours. Sauf que la colère, chacun la gère différemment. Je ne vais pas crier. Oui, dans le cadre du mariage, il faut tenir compte des sensibilités de tout le monde. Voilà une jeune femme, elle a à peine 25 ans, elle commence à être traumatisée par ce genre de situation. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand vos femmes prennent la peine... La politesse, c'est qu'elle ne s'est pas préparée. Vous voulez qu'elle ne s'est pas préparée. Elle n'est pas seule. Elle va apprendre à préparer. Elle n'est pas seule. Elle fuit la belle-mère. Pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais passée par là. Et elle sait qu'en arrivant, la belle-mère va lui vomir ça. Elle sait. Épouser une femme sans savoir. Non. Je vous dis que ce n'est pas à l'homme. Il épouse une femme sans savoir si elle s'est préparée. La relation a duré combien de temps avant le mariage? Non. Comprenons-nous parce qu'on est dans le temps. Vous évoquez souvent sur ce plateau ce que les hommes jugent avant d'épouser une femme. Et la cuisine en fait partie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire qu'elle ne s'est pas préparée jamais. Dominique Audrey va chuter.
Hein, parce qu'il faut laisser Oui, qu'elle monsieur. argumente. Oui, monsieur. On va prendre... Allons-y rapidement, Oui, Denis. je pense que les hommes doivent faire preuve d'un peu plus de respect. Il faut respecter le travail des gens. Respectez le travail de votre femme. Ce n'est pas évident de faire à manger toute la journée avec amour, en chantonnant, parce que je me dis que non, comme il aime manger la viande de bœuf, lorsqu'il va rentrer, il sera content, je vais lui offrir à côté de ça une bouteille de vin, et que le monsieur rentre et qu'il vous dise qu'il allait manger avec son patron. Je suis désolée, Bernadette. Ce que je pense, c'est que votre mari voit quelqu'un d'autre chez qui il va manger tous les jours. Puisque vous n'allez pas appeler son patron pour demander, parce que moi, si je vivais avec un homme et que cela arrivait, moi j'allais chercher à avoir le numéro de son patron et dire à son patron, moi ça me dérange, excusez-moi, j'allais dire à son patron, je suis la femme de monsieur Mbachou. Et ce qui se passe, c'est que monsieur Mbachou... L'exemple est très compliqué. Et que... Mon patron va vous répondre. Mon patron va vous répondre. Il aime les choses comme ça. Et ce qui se passe, c'est que je suis dérangée parce que mon mari ne mange plus à la maison parce que vous l'invitez tous les jours. Mais arrêtez de l'inviter. Moi, j'ai besoin de mon mari. Donc, je suis désolée. le temps pour le patron s'est dédouané, dit que c'est pas moi qui l'invite. Non, mais de quoi vous me parlez là, madame? Et là, donc, honnêtement, plus On a son numéro comme vous me posez la question. Ah, d'accord. Faut pas sous-estimer Il les aura- capacités il des aura le femmes. temps de l'écouter. Non, mais plus sérieusement, Ouais. il faut que les hommes, vraiment, toutes les femmes ne savent pas faire à manger. Ça, tout le monde le sait. Mais maintenant, lorsqu'on se rend compte que notre partenaire ne sait pas faire à manger, est-ce qu'on doit la frustrer de la sorte? Est-ce qu'on doit la marginaliser? Son comportement, comment vous faites pour voir son comportement? Monsieur Michel Gachou a trois manières de faire le gombo. Soit vous écrasez le gombo, À la pierre. soit vous découpez en fines rondelles, soit vous faites des grosses rondelles. Ah non, Si on vous va- préparez, vous Mais permettez. c'est Tout la à l'heure, fois, vous m'avez on coupé. va Vous n'allez pas non, passer le non. temps à me couper. Non. Monsieur On Michel va Gachou, on écrase. si vous écrasez le gombo, vous écrasez à la pierre le gombo, il ne mange pas parce que ça pèse. La prochaine fois, vous allez à tout couper finement. Il y a d'autres femmes qui font les gombos avec des grosses rondelles. La femme ne connaît pas son mari. Non. Monsieur Michel Gachou, elle ne connaît pas son mari. Il faut qu'elle apprenne à connaître son mari. Elle est dans son film à elle. Et vous dites qu'elle ne sait pas préparer. Faut Elle sait pas, pas faut vous- pas. vous dites qu'elle sait pas faut parler. pas. Elle ne sait pas D'accord, faire. on vous a faites suivi. un an. Non, attendez, expliquez-nous comment un homme peut faire un an dans une maison, il ne mange pas. C'est problématique. En tout Un an cas, dans une maison, il ne mange laissons pas. les Elle a réussi téléspectateurs. à faire 6 mois, 7 mois, 8 mois, Merci. il ne mange pas, elle a un an. Merci Charles C'est Abel tel le Bachou, problème. Dominique Et c'est Audrey. le genre de femme même qui dit à la maison que On si va- tu veux même ne manger pas. On en reparlera Mais avec on vous. finit par en arriver là. Est-ce que c'est un problème? Mais je Est-ce qu'il finis a de maigri? préparer, je pose. Si je ne mange pas, je vais m'asseoir et je vais manger. Et après, je ne prépare plus parce que j'estime que mon mari ne mange pas. Et si mon mari ne mange pas, moi-même, je ne mange pas. D'accord. Et si je ne mange pas, ton enfant ne sera pas allaité. Très bien. Donc, il faut parler de ça avec votre belle-mère. Si elle vous considère comme sa fille, elle n'aura pas de jugement à émettre sur vous. Attention, madame, monsieur, ce matin, c'est 10-12 le Zénith. Et Dominique Audrey, Oyengelek, son point de vue, son argument, vous également, vous nous laisserez les vôtres, y compris Karine Santiam, Bonbon Bengan et Charles-Amel Bachou. Charles-Amel Bachou, à l'instant, vous le savez, nous sommes dans un espace assez important. La colère de ce jour va certainement toucher des coins les plus importants du Cameroun. Pour ceux qui nous regardent dans l'arrière-pays du Cameroun, plus que jamais vous êtes interpellés. Peut-être aussi jeter un clin d'œil sur le ministère de l'Agriculture ou encore les formes de gouvernance qu'on a au Cameroun. Je me tais jusqu'ici et je laisse la colère s'exprimer. Charles-Amel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la réforme agraire dans ce pays. Qui dit agraire parle du secteur de l'agriculture. Pourquoi les politiques agricoles successives depuis 80 n'arrivent-elles pas à répondre aux besoins alimentaires de la population? Le président Paul Biya a proposé plus de 12 plans agricoles à ce pays. 12 plans agricoles, jamais on a développé. Des réformes, de la réforme, des réformes. Pourquoi les crises agricoles sont-elles répétitives dans ce pays? Pourquoi notre agriculture ne décolle pas? Nous étions en 2016
lorsque le président du Sénégal, 2016-2017, le président du Sénégal avait décidé de faire du riz une production purement sénégalaise. Rendu à 2020, le Sénégal se bat déjà à vendre à l'extérieur. Mais nous, au Cameroun, on stocke à la sèmerie. Pourquoi l'exode rural constante des paysans se retrouve reconverti dans la moto? À Douala, vous verrez, à Mabanda, Ndokpassi, Bonamoussa dit village, Lokbessou, plein de paysans, des agriculteurs sont à Douala et font désormais la moto. Comment comprendre l'échec de la politique agricole dans ce pays avec près d'1,5 million de tonnes de produits alimentaires importés chaque année? Comment comprendre que le Conseil social et économique du Cameroun soit tenu plus par des importateurs que par des acteurs du développement agricole? Point d'interrogation. À quoi nous servent les multiples programmes agricoles et agro-industriels soutenus par ses partenaires internationaux? Agropole, projet d'amélioration de la compétitivité agricole, programme semencier du Cameroun, projet d'investissement et de développement des marchés agricoles. Le navire agricole et agro-industriel du Cameroun chavire dans un pays caractérisé par un potentiel agricole immense, mais générant de très faibles productions locales face à une demande sans cesse croissante, à la fois interne et sous-régionale. Les gouvernants de ce pays nous ont placés dans une bulle dont ils ne cessent d'entretenir la grosseur, le sens du vent et éventuellement la survenue d'un choc qui ne saurait tarder, parce que déjà de ce côté de l'extrême nord, c'est 2,5 millions de personnes qui frappent à la porte de la famine. Comment comprendre que les Camerounais se trouvent englués dans une succession de promesses non réalisées dans les domaines agraires? Réforme agraire quand il nous tient. Elles ont porté sur plusieurs points. Promesse de mise en place d'une unité d'engrais qui n'existe toujours pas, l'usine de montage des machines agricoles toujours pas opérationnelle, la réhabilitation des fermes sémencières inertes, la préparation d'une réforme foncière pour répondre aux exigences de l'agriculture de deuxième génération toujours en attente, la construction des marchés centrales d'achat de produits agro-pastoraux et halieutiques en attente, la réforme de l'enseignement secondaire agricole inefficace, le renforcement des dispositions de financement des activités rurales par la banque agricole toujours en attente. Des années après, ce n'est rien qu'une seule chose, la poudre de perlimpempem. Comment comprendre que pour davantage enfumer les populations, afin de récompenser les petits copains, l'État a lancé une série d'agropoles pour financer les gros producteurs privés et non les paysans. Une politique qui s'avère à ce jour être un énorme échec lorsqu'on voit les milliards décaissés au profit des projets jamais réalisés. L'État a financé les projets d'usines non bacables avec l'argent issu des prêts. Tracasserie administrative, trafic d'influence et corruption des élites. Rappelons-nous qu'en 2014, l'entreprise Justin Sugar Mills a dû renoncer à un projet d'usine de production de sucre à Batouri, évalué à 60 milliards, tout simplement parce que les commissions, elles étaient de l'ordre de 30 milliards de francs CFA. Charlemagne Bathiou ce matin, je l'appelais dans les coulisses docteur honoris causa. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'en même temps, il va falloir lui accorder ce respect. Charlemagne, vous posez un problème plus que jamais important. Nous sommes nés, pour nous qui sommes dans la trentaine, on a quand même, nous aussi appris à l'école qu'il y avait un thème. Il y avait un thème qui, tout le temps, marchait bien. On parlait d'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Et on a l'impression que c'était un concept qui aujourd'hui est rentré dans les calendes grecs. Mais on va bien comprendre l'appréciation ce matin de Bonbon Bengan de ces réformes agricoles au Cameroun. Le Cameroun, Charles Amel a très bien dit, on parle de plus d'1 million d'importations des produits qui vont de l'extérieur pour le Cameroun et nous on ne produit plus, on ne consomme que ce qui vient d'ailleurs. Finalement, on a quand même de quoi s'inquiéter, se demander à quoi nous a servi finalement le renouveau 38 ans après. On a d'ailleurs beaucoup de raisons de s'inquiéter parce que c'est le chef de l'État lui-même qui a rendu public ce constat. Rappelez-vous de ses déclarations au comice agro-pastoral de Bolva. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. Il a dit lui-même. Mais qu'a-t-il fait? Et c'est ça la question. Pour qu'on consomme
ce qu'on produit. La France, par exemple, n'a que 5% de sa population qui fait l'agriculture. Mais la France mange à sa faim et exporte. Nous avons 98% de notre population dans l'agriculture, y compris tous les ministres, à partir même de Paul Biya, tout le monde est dans l'agriculture. Mais le Cameroun ne mange pas à sa faim. Pourquoi on est donc parti de ce que vous avez appelé l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui à la pauvreté totale? Parce que, premièrement, le renouveau n'a pas appliqué la feuille de route qu'on lui a transmise en 1982. Je répète, on n'a pas appliqué la feuille de route sur le plan agricole qu'on lui a transmise. Cette feuille de route prévoyait, entre autres choses, sur le plan des réformes agraires, contenir l'exode rural, comment maintenir les jeunes chez eux pour ne pas venir gonfler les populations en ville, la population citadine. Là où vous avez entendu le Garveau aujourd'hui, nous, l'idée qu'on avait, c'est que dans le Mboui, le Ndonga Mantoum par exemple, on avait déjà réquisitionné 42 000 hectares. Et les fonds européens pour le développement avaient même déjà mis l'argent en place pour développer et l'agriculture et l'élevage. Lorsque vous entendez parler du centre, bon, vous connaissez seulement l'université de Tchang. Moi, je connais le centre universitaire de Tchang. Vous connaissez l'université de Ngaoundéré. Moi, je connais le centre universitaire de Ngaoundéré. Donc, je parle que de ces deux. Où le centre universitaire de Ngaoundéré devrait former les techniciens à tous les niveaux en agro-industrie. Et l'université de Tchang devait former les ingénieurs, agronomes et autres. Plus, ici à Dibombari, il y avait une école qui devait former. Je ne sais pas si elle est encore opérationnelle. Il y en avait une autre en Balmayo. Bon, il y avait comme ça, qui fait que les cadres agricoles, à commencer par des employés même agricoles, jusqu'au niveau des ingénieurs, tout était encadré. Vous avez entendu parler sûrement du projet Yabassi Bafan. Donc pour vous, ça ne vous dit rien. Dans cette feuille de route, il était question que le département d'Unkam soit un carrefour entre le littoral où il appartient, l'ouest et le centre. C'est-à-dire que le projet, par exemple, de service civique national de participation au développement avait été confié au colonel Etonde Koto. Il peut vous en expliquer davantage. Ce projet a été mis de côté, bafoué complètement. Vous entendez la ville de Nkondjok, dans l'Unkam. La ville de Nkondjok, où, en fait, si nous prenons de ville, mais je vais parler de l'arrondissement de Nkondjok, a été formée en majorité par les gens, par les Camerounais qui étaient en vagabondage nocturne dans les grandes villes. Douala, Yaoundé, Bafoussam notamment. On organisait les rafles. On dit, mais c'est pas possible, le Cameroun est à construire et la terre ne trompe pas. On les amenait là-bas, on leur donnait des hectares et l'État leur donnait des moyens sous l'encadrement justement de colonel Etonde et l'agriculture prospérait. Donc voilà grosso modo précisément parce que on a abandonné un projet qui était dans le 5e plan quinquennal, parce qu'il y avait des plans quinquennaux, le 5e plan quinquennal pour s'engager dans le tâtonnement. Parce que lorsqu'on vous dit ces choses-là, par exemple, je vous dirais que le 3e plan quinquennal, par exemple, de 72 à 76, il y avait eu la sécheresse à ce moment-là qui a fait que ce plan n'est pas arrivé à terme. Oui. On était donc obligé de revenir et de lancer ce qu'on appelait l'opération Sahel vert. Comment le désert montait, la sécheresse avait augmenté. Vous voyez comment, quand on a un plan, on suit. Et s'il y a des réajustements à faire par rapport à la nature, par rapport à ceci, on réajuste. C'est ça qui n'est pas fait malheureusement. À la question simple, vraiment en une phrase ou en deux, si vous pouvez. Politique agricole au Cameroun, est-ce que le Cameroun a encore un grenier? Je vous réponds, ça, ce n'est pas moi. Il est mort malheureusement. Il s'appelle Jean-Marc Ella. C'est un brillant intellectuel camerounais, sociologue de son état. Il était prêtre à l'église catholique romaine. Il a sorti un livre en 1990 chez Cartala, Quand l'État pénètre en brousse. En fait, là, dans ce livre, justement, Jean-Marc Ella montre comment l'État
a failli à sa mission. Quand on dit l'État pénètre en brousse, donc toutes les réformes envisagées, et lui peut penser même, en fait, puisqu'on avait d'ailleurs commencé à le faire, parler de la révolte paysanne face aux mesures en cours. Donc, il n'y a pas de grenier. C'est pour répondre à votre question. Il n'y a pas de grenier au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de grenier. Merci infiniment, Bobo Mbengan, pour cette appréciation et surtout pour ce regard ce matin. Karine Sonti avec vous. Charles Amemba, tu as fait une belle mention tout à l'heure. Il parle bien évidemment du comice agro-pastoral. On se demande, on a eu 2 comices agro-pastoraux au Cameroun. Sous l'ère, je pense qu'on a eu 2. Sous l'ère du renouveau, on a eu 2, je pense bien. Je peux me tromper, mais jusqu'ici. Le dernier était en 2011. Oui, c'est celui qu'on a eu à Molova, je pense. C'est celui-là que j'ai connu. Voilà. Et sur 12 plans, liés bien sûr à la politique agricole au Cameroun, aucun plan n'a marché. C'est quoi la solution qu'on peut avoir aujourd'hui, ne serait-ce que pour sauver l'agriculture camerounaise et permettre aux Camerounais de manger d'abord à leur faim et voir dans quelle mesure on peut exporter? Ce qu'il faut faire, c'est que l'État abandonne les terres paysannes aux paysans. Parce qu'on a vu que toutes les terres que l'État a réquisitionnées pour pouvoir faire des cultures n'ont rien donné. Jusqu'ici, on ne voit pas ce que ça donne aux Camerounais et l'État... Aujourd'hui, l'État a donné des terres aux expatriés, aux Chinois et autres qui font des cultures de tomates et autres qui exportent. Ce qui m'intéresse plus, c'est les objectifs même de la réforme agraire. Vous savez qu'au Cameroun, on a l'habitude ou la nature de pervertir les bonnes options. La réforme agraire a 2 buts principaux. Économique d'abord, augmenter la productivité du secteur agraire par la rationalisation de ces secteurs agricoles afin de lui donner une taille optimale. C'est pour permettre à ce que, si vous avez besoin d'un grenier, mais qu'il soit assez fourni de manière à ce que les autres puissent venir prendre chez vous. C'est à ça que sert la réforme agraire, de manière à ce que chaque Camerounais soit capable de se nourrir des produits camerounais à un bas prix. Pourquoi? Parce que les produits viennent du pays. C'est d'abord ça le premier but. Maintenant, au niveau social, ça permet d'accroître le niveau de vie des paysans. Les paysans ne doivent plus vivre comme des mendiants, comme des personnes qui sont obligées d'attendre des campagnes électorales pour pouvoir avoir du poisson, par exemple. La réforme agraire permet à chaque paysan qui fait des cultures de pouvoir avoir déjà ses produits, mais acheter peut-être des épices pour compléter. Ça, c'est un exemple que j'aimerais faire. Donc, la réforme agraire avait un but précis qui était assez important. C'est pas comme si nous, on est les seuls. L'Afrique du Sud, avec l'ANC, avait prévu aussi de faire des réformes agraires et on voit ce que ça donne là-bas. C'est pas comme si c'était nouveau. Mais chez nous, on a l'habitude de pervertir les bonnes idées, de pervertir les bonnes stratégies de développement. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui dans le monde de développement sans parler d'agriculture. C'est impossible, c'est faux. C'est une théorie qui ne marche pas. C'est une théorie. Le développement dans le monde, on voit aujourd'hui que le pétrole a trouvé ses limites. D'accord. Le baril du pétrole aujourd'hui est à moins d'$1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pétrole a trouvé ses limites et c'est l'agriculture qui devrait nourrir les Africains parce que vous avez des terres fertiles. On a des terres fertiles et le but était de faire en sorte que chaque paysan ait une terre qui permette à ce qu'il fasse de l'agriculture, d'abord pour sa famille, mais ensuite qu'il soit capable de vendre ses produits. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une seule personne au Cameroun qui peut posséder 10 hectares de terrain, 10 000 hectares de terrain. Certains ont même des villages de terrain et ils n'en font rien du tout. Vous ne savez pas ce à quoi ça sert. Certains ont même des plantations, des veillas et tout. Parfois, on vous dit que certains même ont des plantations de palmiers à huile et autres. Mais au final, qu'est-ce que ça apporte à l'économie du Cameroun? Bonne question. Au final, qu'est-ce que cela rapporte à l'économie du Cameroun? Peut-être Dominique Audrey également sur cette orientation. On va jeter quand même notre dévolu sur l'IRAD qui aujourd'hui existe, qui est cet institut de recherche très investi dans l'agriculture et le développement agricole au Cameroun, mais surtout aussi regarder de très près le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation ou encore même le ministère même de l'Agriculture. Est-ce que la politique, à votre avis, celle que vous avez connue justement de votre vivant, parlant de cette politique agricole au Cameroun, a véritablement marché? Dominique Audrey. Pas du tout. On pourrait bien incriminer les différentes structures que vous avez citées, mais tout repose sur la gestion même que fait le gouvernement. Les réformes agraires incluent qu'on prenne, qu'on loue et qu'on octroie gratuitement des espaces de culture aux paysans, aux personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des terres. Si vous consultez l'histoire de la Corée du Sud, de la Taïwan ou bien
de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, vous verrez par exemple pour le cas de Taïwan que depuis 1946, ils ont pu asseoir leur économie, leur développement, entre guillemets, justement sur ces réformes agraires-là. Des pays, il y a des façons et des façons de se développer. Vous verrez que dans certains pays, la réforme agraire, lorsque le gouvernement prend des lopins de terre et en donne aux citoyens, ils décident de la culture qu'on fait à ces espaces-là. Parce qu'en même temps, on finance ces cultures-là. Ce qui fait qu'on arrive à un point où on n'importe plus de nourriture et on commence même lorsqu'il y a une surproduction à exporter. Malheureusement, au Cameroun, ce n'est pas visible. Ce n'est pas du tout visible. Ce n'est même pas le cas parce que quoi? On se souvient qu'à Bafang, il y a quelques années, les populations se sont soulevées parce que le chef du village a décidé de vendre, je crois, 15 hectares à une société, à une ONG italienne, sans même demander l'avis de ces populations-là. Et les récriminations, ça va partout. On en a eu à Kribi, on en a eu à Nanga et Boko également. Donc aujourd'hui, on ne peut pas simplement se tourner vers ce ministère de la Recherche-là parce que à côté de ça, ils ne peuvent rien faire. Ils vont rechercher quoi? Quand ce sont des terres qu'on prend, on vend aux Chinois. Et lorsqu'ils finissent même la culture, ils exportent cela. Ce n'est même pas pour la consommation des Camerounais. Donc il faut revoir toutes ces politiques-là parce que si on réussit à asseoir, à bien faire ces réformes agraires-là, on aura une sorte de développement qui viendra aussi qui viendra du sol, entre guillemets. Et quand on parle du sol également, je me retourne rapidement vers vous, Charlamagne Bachou. Quand nous grandissions, nous apprenions quand même que l'ancien président camerounais, Feu Amadou Ahidjo, avait un joli projet où il demandait aux fonctionnaires de se remettre en même temps à l'agriculture. On ne sait pas si cela avait été exécuté. Peut-être vous qui avez mieux vécu ce moment, vous nous en direz un mot. Et surtout, en un regard, 2008, souvenez-vous que l'une des grèves les plus fortes du Cameroun partait justement de la grève de la faim, souvenez-vous. Alors, il faut dire que l'ensemble des politiques mises sur pied, je l'ai dit, c'est que la poudre de perlimpinpin. Pourquoi? Pour la simple raison que nous n'avons pas au Cameroun, comme dans tous les pays, comme en Tanzanie, comme au Kenya, comme au Zimbabwe, le statut de l'agriculteur. Quel est le statut de l'agriculteur au Cameroun? Est-ce qu'on a un statut sur l'agriculteur? On n'a pas de statut sur de l'agriculteur. Premier point. Est-ce qu'on procède? On a procédé à ce qu'on a appelé, et Bambok a bien fait d'en parler tout à l'heure, la garantie de la sécurité foncière de l'agriculteur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Vous allez vous rendre compte que dans tous les villages aujourd'hui, les meilleures terres appartiennent aux élites. Même les successeurs n'ont plus de terre. On est arrivé avec le projet agricole. Allez à l'agropole. Allez voir ce que le projet agropole a fait à l'Ouest Cameroun. Dans le département du Ndé, je le dis. Allez voir ce que le projet agropole a fait. Mais les gars sont venus dire, on va vous prendre vos maisons, vos terrains, on va construire des maisons dessus, on va vous mettre de l'eau, on va vous équiper, vous aurez tel statut, vous allez bénéficier de ça. En compensation, on va utiliser vos terres. Beaucoup se sont retrouvés à faire ce qu'on appelle l'abandon du titre. Beaucoup de familles. Les droits coutumiers. Alors, les droits coutumiers, merci. L'abandon des droits coutumiers. Dans le Ndé, vous dites? Oui, j'ai pris le cas du Ndé, c'est partout dans l'Ouest. Ça fait un malheur, même dans l'Est, ça fait un malheur avec le projet agricole. C'est comme on appelle les bobos qui ont mis sur pied ce plan machiavélique pour venir finaliser. Est-ce qu'on a un parlement au Cameroun? On n'a pas un parlement, monsieur Michel Ngachou, parce que ceux qui sont assis là, ils ne représentent pas, du moins ils ne représentent pas. Pourquoi? Ils devaient voter. C'est pas excessif? Non, je dis, moi il ne me représente pas, je le dis. Ils devaient voter ce qu'on appelle un code foncier et un plan foncier appelé plan de zonage des terres agricoles. Ça, on devait voter ça au niveau du Parlement. Ils devaient travailler dessus pour qu'il y ait un code foncier. Le Cameroun n'a pas de code foncier. Du moins, même s'il existe, il n'est pas mis en application. On ne le sent pas. Je dis au cas où il existe, je peux me tromper. Vous allez vous rendre compte que vous avez des gens qui ont des terrains. Ces terrains ne sont pas titrés. Demain, on apprend au ministère qu'il y a un tel projet maïs. On rentre au village, on dit oui, jetez-vous, versez-vous. Quittez Douala jusqu'à Banganté. Quand vous traversez le Mungo, ce qu'on produit là, on consomme au Cameroun. On consomme ça au Cameroun. Quittez-vous. Est-ce que vous mangez encore le foufou, monsieur Michel Ngachou, le foufou? Je parle du foufou. Vous voyez même encore la poudre, comme on voyait ces petits mots que les mamans travaillent, du foufou blanc qu'on achetait pour rentrer écrasé. Mais non, c'est grave. Monsieur Michel Ngachou, il faut assurer le financement du secteur agricole. On ne peut pas parler d'une réforme sans assurer le financement. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'un agriculteur ait l'assurance de son champ? Non. Même un crédit. Qu'à l'extrême, non, qu'il ait un crédit par rapport à son champ. Mais je vous pose la question.
On a eu les inondations, des champs d'oignons sur des hectares ont été inondés à l'extrême nord. Les agriculteurs n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Il faut procéder à une véritable réforme. On ne peut pas parler de réforme agraire sans procéder à la maîtrise de l'eau sur l'ensemble du territoire. C'est difficile de faire les plantations à l'ouest. C'est difficile de faire dans certaines parties. Et vous parlez de réforme agraire dans un pays comme le Cameroun, mais c'est de la poudre qu'on met aux yeux. On récompense les petits copains parce qu'ils vont aller en Chine. Ils vont acheter des machines, ils ont le pouvoir d'acheter des machines avec leur argent. Aucune banque ne va financer un agriculteur. Par conséquent, laissez-nous mourir de faim. On est déjà 2,5 millions de ce côté de l'extrême nord. Je m'en souviens, il y a eu quelques années déjà par le passé, j'ai eu la chance d'échanger avec un chercheur et ingénieur camerounais de Hovolt, Dr Ngonk Edi Leonard, qui aujourd'hui est à l'IRAT, et à qui je posais les mêmes questions, qui m'a dit, Monsieur Ngatchou, le Cameroun a un avantage que la plupart des pays africains n'ont pas aujourd'hui. Vous avez les terres, vous avez l'eau et vous avez le soleil. En tout cas, on en reparle avec vous, madame, monsieur, pour mieux comprendre cette situation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Laissez-nous vos commentaires, nous les lirons dans un instant. Le temps pour nous de marquer juste une pause et on vous retrouvera. À tout de suite. Sur le plateau de 10-12 le Zénith, après cette chanson qui encourage encore la femme rurale à continuer à œuvrer plus que jamais. Si vous nous regardez ce matin dans l'arrière-pays, quand on dit arrière-pays, c'est peut-être pour ceux qui ne sont pas dans les grandes villes, ceux qui sont dans les départements, les petites localités. Nous sommes Camerounais, nous sommes fiers et rassurez-vous que le travail que vous faites là-bas en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'agriculteur, il faut continuer parce que si vous ne le faites pas, on ne pourra pas nourrir nos familles, les vôtres en même temps et vous encourager véritablement pour ce que vous faites chaque jour. Même si les plans liés à l'agriculture au Cameroun n'arrivent pas à votre niveau et que vous continuez encore à faire ce travail, plus que jamais, rassurons-nous, la terre ne ment jamais. Et la terre ne mentira presque jamais. Ne mentira jamais. Oui, il faut le garder justement en idée. Et on va également dire merci infiniment à Nadine Gouanfo pour cette chanson de Tamandjan. Nous, on l'appelle désormais DJ Nadine. Ça peut ne pas plaire, mais pour nous, c'est une fierté. Merci de rester dans l'esprit de ce programme qui, plus que jamais, est devenu un rendez-vous incontournable pour nombreux de nos téléspectateurs. La colère de ce matin, Charles Amembachou, j'aurais bien voulu que vous nous expliquiez en quelques mots seulement cette sortie, ce regard de 2008 où les Camerounais avaient plus que jamais faim, sont sortis, sont allés dans la rue et ont d'ailleurs poussé le chef de l'État à faire lui aussi une sortie quand même pour une fois. Il a fallu là qu'on retrouve le chef de l'État parce qu'il y avait une crise sociale, qu'il vient dire qu'il y a manipulation, mais quand même, 2 jours après, qu'ils prennent des résolutions à voir dans quelle mesure on va pratiquer les prix plus bas sur le marché. Et si au Cameroun, on avait respecté au moins, ou on revenait à la logique de l'autosuffisance alimentaire, est-ce qu'on serait tombé dans une rêve comme celle-là? Vous savez, tout part de cette cellule budgétivore qu'on appelle le Conseil économique et social du Cameroun, qui au départ avait 150 membres et aujourd'hui se retrouve avec 2. Essayez d'aller voir le profil, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'agriculteurs. Il n'y a pas d'agriculteurs. Vous ne pouvez pas parler, il faut qu'on revienne au Cameroun de ceci, que vous devez parler de ce que vous connaissez. Ce que vous ne connaissez pas, arrêtons de mettre des gens qui ne connaissent, qui ne maîtrisent pas sur des sujets techniques. L'agriculture est un sujet technique. Lorsqu'il faut aborder, vous vous rendez compte, pendant longtemps, le Cameroun était le pourvoyeur d'huile de palme dans toute la sous-région. On s'en vantait. Mais vous vous imaginez qu'au jour d'aujourd'hui, on importe l'huile du Gabon? Mais on est arrivé comment à ce niveau? Il y avait plein de structures qui naissaient. On a eu à Bafoussam des gens qui se sont levés, des Camerounais qui ont cru. Ils ont créé des savonneries. Vous allez du côté de, comment on appelle, de ce village, Tongo. Vous avez des gars qui créaient des savonneries. Un peu partout, les gars croyaient en l'huile avec ses dérivés. Le Cameroun était pratiquement prospère. Les Camerounais consommaient leur huile, des bons repas. Vous vous rendez compte que le héros, qui est un repas le plus prisé et qui a gagné plusieurs prix, je vous prends cet exemple, pendant la période d'Aïdjo, dans les années 70-80, le héros a gagné plusieurs prix. C'est à partir de 2000 que les gens se souviennent qu'il y a le Hachou, qu'il y a le héros. Vous voyez tous les restaurants désormais, on commence à briller. C'était fait à base de l'huile. Et de cette huile, on a commencé à vous dire non, vraiment l'huile rouge n'est pas bien pour la santé. Abandonnez. Les gens sont entrés dans tout ce que vous appelez cholestérol aujourd'hui. Regardez là, on se retrouve. Donc je pense qu'il faudrait qu'on aime. Ce n'est pas les ingénieurs qui manquent.
On a véritablement des ingénieurs. Il faut réformer les filières et organisations professionnelles agricoles, notamment les nouvelles structures créées ou de gestion nées de la libéralisation, comment on appelle les filières cacao, café, qu'on pense à relancer cela et mettre les véritables acteurs. On a Bernard Djonga, par exemple, qui pendant longtemps a essayé de bosser, bon, avant qu'il ne crée lui-même son parti et qu'il ne s'engouffre dans une politique qu'il a lui-même politisée. On a eu quand même des gens, on a eu une personne comme lui qui avait des relents, qui appelait à la conscientisation. Encore. Aujourd'hui, les machines sont où? Les machines, on vous parle de l'agriculture de seconde génération, les machines sont où? Vous allez du côté de qu'ils ont fait toute la zone du sud Cameroun, vous allez vous rendre compte, je vous demande, je le dis aujourd'hui, je peux parler, parce qu'il n'est plus de ce monde, de feu Jean Foumanakam. Essayez d'aller voir ces plantations, allez voir les engins, mais on se pose la question de savoir, mais est-ce qu'il y a une agriculture pour les uns et il n'y a pas d'agriculture pour les autres? La réforme, c'est pour qui? Peut-être Momo Benga pouvoir répondre à ça. Y a-t-il une agriculture pour les uns et une agriculture pour les autres? Oui. Si vous remarquez, les anciens ministres qui ont été au gouvernement avec le président de la République actuelle, tous les anciens ministres ont versé dans l'agriculture. Ne me demandez pas d'où leur vient le fonds. Tous, je dis bien tous, sont là-dedans. Et ils sont encadrés par le gouvernement. Il doit sûrement avoir un fonds noir quelque part qui les aide. J'ai dit tous, hein. Il n'y a pas sans des exceptions. Tous. D'accord. Allez, on va prendre rapidement les messages que nous laissent nos téléspectateurs à l'instant sur 10-12 le Zénith, avant de retourner avec vous, Dominique Odero-Yenglet. Alors, un message par rapport à l'histoire du jour. Cet homme a un deuxième foyer. Rien ne peut expliquer son comportement quand un homme a le devoir de manger chez lui, quelles qu'en soient les circonstances, comme l'a si bien dit Bonbon Bengan. Concernant l'histoire du jour, cet homme voit une autre femme chez qui il mange bien. Donc, elle doit se rapprocher de sa belle-mère. Pas pour se plaindre, mais pour demander conseil. Comment il aime sa nourriture. Bref, apprendre à mieux connaître son mari. Alors, j'ai bien peur que nos terres soient hypothéquées. Avons-nous encore des terres? Toutes nos récoltes sont exportées. Ma mère a décidé de fabriquer elle-même notre huile de palme. Ça, c'est El Hadj Midre qui nous écrit. Il y a peut-être faut préciser, il y a deux choses. L'abandon, qu'est-ce qui était fait lorsque le président Biya est secrétaire général de la présidence de la République, premier ministre, et quand on lui passe le pouvoir? Il existe ce qu'on appelle les zones d'action prioritaires. Donc, on crée l'opération Yabassi Bafan, dont je vous disais tout à l'heure. Il y en avait à l'ouest, à l'est, il y en avait. Dans le Ndonga Mantoum et tout. C'est ça qui a fait, par exemple, que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas, la région du sud-ouest est le plus grand bassin de production de cacao. Et on avait fait exprès de ne pas entrer dans l'exploitation forestière dans cette zone. Donc il y avait des actions comme ça. On vous dit, pour maintenir l'exode rural, on a créé des postes agricoles dans des villes, dans des villages. Et Sodekao venait là-bas chaque fois. Il y avait ce qu'on appelait la fête du café en Konsamba. Vous n'avez peut-être pas connu. Et à ce moment, j'ai entendu parler. Voilà, au point où la Banque centrale est obligée de créer une agence en Konsamba, la BEAC. Parce que Konsamba, à l'époque où Mungo était ce qu'on appelle une commune de plein exercice. Bon, malheureusement, ce terme rébarbatif n'existe plus dans la nomenclature administrative aujourd'hui. Oui, c'est un terme rébarbatif, commune de plein exercice. Bon, ça veut dire que le préfet de Mungo était comparable à un ministre. C'était d'ailleurs, si on vous nomme, on préférait même être nommé préfet dans le Mungo que d'être nommé ministre. Non, il y avait ces choses-là qui étaient faites. L'autre chose, il y a quand même, il faut le dire, pour le marteler et j'allais dire le critiquer, le décrier, la conjoncture internationale. Depuis la crise de 1929, les États-Unis ont mis en place une loi, Agricultural Adjustment Act. Ils transforment ça en 1933, ils transforment ça régulièrement. Et cette loi, quand on arrive en 88 par exemple, en American Agricultural Act, c'est qu'on interdit aux pays du tiers-monde de subventionner leur agriculture. C'est d'où la disparition, par exemple, de l'Office national de commercialisation des produits de base. Vous vous rappelez également comment Houphouët-Boigny s'était indigné. Effectivement. Du fait que comment on casse. Pourquoi la tasse de café
qu'on voit à Paris ne baisse pas depuis, et on vient leur demander de baisser. Donc en fait, il y a cette conjoncture internationale, alors que l'Union européenne et les États-Unis, eux, subventionnent leur agriculture, mais on vous interdit de le faire. Maintenant, avons-nous donc les moyens de riposter, de rivaliser? Oui, il y en avait. Si au moins on avait, comme disait Charles Hamel, avait mis en place une politique agricole avec un calendrier agricole. Le drame également, c'est quoi? C'est que au moment où les pays occidentaux, l'Union européenne se rallient, nous on dit par exemple aux anglophones, non, vraiment vos matériels agricoles qui vous permettent de reprofiler les routes, faites-les monter à Yaoundé. Faites-les monter à Yaoundé. Bon, maintenant tout le monde qui aura besoin d'études en période agricole, vous allez écrire à Yaoundé pour qu'on vous renvoie. Vous voyez donc comment on commençait déjà la décentralisation et on a arrêté net pour revenir être plongé dans le gouffre. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de matière dans ce que vous dites, Bonbon Bengan. Et là également, notre mission, c'est d'éduquer, c'est d'édifier, c'est d'informer, mais c'est surtout de donner la très bonne information à nos téléspectateurs. Et merci pour ce travail qui est fait. Karine Santia, on poursuit avec les messages ce matin. Alors, c'est Pierre depuis Douala, Dakar. La femme qui prépare et son mari ne mange pas doit s'interroger par rapport à ses erreurs. C'est vrai aussi. Alors, à saisir voilà, cette femme... À ses erreurs. Oui, cette femme ne connaît pas son mari, c'est pourquoi c'est toujours nécessaire pour un homme de faire à sa femme un stage chez sa mère à lui. L'homme peut être cordon bleu en cuisine, mais si on ne maîtrise pas les goûts et envies du consommateur, ce sera peine perdue. Angelo depuis Douala, Dakar. À qui a-t-on fait donc des tracteurs abandonnés dans les champs à Ebolova? Qu'a-t-on fait des tracteurs abandonnés à Ebolova à défaut de doter... Ce que le Madjeni même a passé comme commande, c'est en train de pourrir. Comme ils sont, c'est en train de pourrir. Allez voir, c'est en train de pourrir. D'autres, on est en train de vendre. On enlève la pelle, on vend. On enlève le moteur, on vend. On enlève la roue. Allez voir, neuf. À défaut de donner, faites louer aux grands agriculteurs de ce pays. Jean-Paul Ngoutsop. Par rapport au sujet, l'histoire du jour, l'homme a le devoir de manger la nourriture de sa femme. S'il refuse de manger, la femme s'éloigne au lit et l'homme va finalement dévoiler son propre secret. Un bon mari sait qu'il a 2 repas chaque jour venant de sa femme. Henri Michel Ncham qui nous dit que un conseil... Dominique Audrey va absolument réagir. Et puis là... C'est quoi, On va poursuivre Karine. Un conseil à vous les femmes, pour atteindre le cœur d'un homme, il faut obligatoirement passer par son estomac. Ceci est un principe fondamental. L'appétit alimentaire chez un homme est aussi vital que son appétit sexuel. Bernadette, tu devrais te munir d'un stylo et retenir religieusement les conseils de Charles Hamel sur la nutrition d'un homme dans un foyer. Merci. Dès que j'ai dit cela, je dis aussi la défaillance d'une femme en cuisine ne justifie pas que son homme répugne à se nourrir à son domicile conjugal. Bernadette, un bon tête-à-tête s'impose sur cette question. Non, le tête-à-tête, c'est quoi? C'est que quand tu dis chérie, en principe, un homme ne mange pas seul. Même si sa femme n'est pas en train de manger, elle s'assoit à côté. Elle est à côté. Elle s'assoit à côté et regarde. C'est justement le regard de la femme qui donne l'appétit. Mais toi, tu dis, et Nanou, donne la nourriture à ton papa là. C'est quoi ça? Prenons même un exemple simple. C'est quoi ça? Depuis le déclenchement de la période de Covid, vous allez vous rendre compte que les vrais hommes qui vivent l'amour chez eux mangent désormais avec les thermos. Parce qu'en sortant à la maison, la femme chauffe l'eau, elle jette le citron, elle jette tout. Elle dit pas, bois. Alors tu me fais signe, si ça finit, je ne suis pas loin. Vous observez, vous allez vous rendre compte que dans les bureaux, vous trouvez des thermos. Et des gamètes de nourriture. On peut... Je ne pars plus au restaurant, mais voilà. Vous pensez que celles qui ne le font pas n'aiment pas non, c'est pas les vrais hommes. Moi, écoutons Dominique Audrey. Monsieur Ngachou, moi je suis contre la première partie de ce message parce qu'il n'y a pas que la femme qui doit gagner le cœur de l'homme. Vraiment, on est 2 là-dedans. On est 2 à devoir donner et 2 à s'impliquer. Le combat n'est pas à ce niveau quand même, Dominique Audrey. Le mien est là-bas. Le mien est là-bas. Je parle du message, monsieur Ngachou. La personne dit que pour conquérir le cœur de l'homme, gna 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 gna. Mais l'homme fait quoi pour conquérir le cœur de la femme? Justement, quand vous répond, madame, moi c'est ma maman qui m'a trouvé la femme. Est-ce que c'était bien forcément?
j'ai plus de 30 ans. Il est- On est à plus de 30 ans. il est- Et justement, c'est comme ça que ça se fait. On lui apprend, on lui dit, mon fils que tu vas prendre là, il est. Tu conquiers le don. Parce que en fait, tu es venu entrer, la belle-mère va te confier sa cuisine. Comment? C'est ça, tu hérites de quoi? C'est ça le problème. Tu hérites les cuisines de ta belle-mère. C'est pour ça que l'homme ne doit C'est pas pour faire ça de donc corps en en face. venant, tu sais que je dois ressembler à la maman de Mbombo. Et lui, il fait quoi? Quand Et tu Mbombo ressembles fait à la quoi? maman de Mbombo, c'est fini. Et Mbombo Et Maxime Bantou dit que l'homme est tellement préoccupé Non, à réfléchir. Écoutons-nous. Et Charles Hamel. Maxime Bantou dit que l'homme est tellement préoccupé à s'occuper du bonheur de sa famille qu'il ne voit pas la couleur et le teint de la chevelure de sa femme. Pour dire qu'à l'heure actuelle, pour ceux qui ont déjà plus de 40-50 ans en termes d'âge, ils ont des enfants qui ont l'âge de 30 ans. L'enfant va aller étudier dans quelle université en France? L'enfant va aller faire tel cours. L'enfant va faire comment? Le père est préoccupé par ça. Il ne s'arrête plus aux informations basiques de comment sont tes ongles, comment est la couleur de tes cheveux. C'est ce qu'on veut vous dire. Et c'est la femme qui rappelle à l'homme par des actes simplistes Est-ce et que- érotiques est-ce que- que est-ce que- est-ce que- j'existe, je suis Merci, là. mais- Elle le fait avec tellement d'amour et de passion. Mais c'est ça. Écoutons-nous, s'il vous plaît. Karine Sontia. Oui, mais ça ne vous enlève pas que... Donnons la parole à Karine Sontia Vous rapidement. savez que de nos jours, il y a des femmes qui s'épuisent plus que les hommes à travailler et à réfléchir Non, pour l'avenir de leurs franchement, enfants. Et il y a plus eu que des les femmes hommes, ministres les de ce hommes pays, qui il y a eu des s'assiedent, femmes les hommes qui occupées. s'assiedent dans leur Non. salon, sirotent du bon vin que les femmes a ramené à la maison et ne foutent rien. Les femmes se donnent des cheveux blancs pour penser à Vous l'avenir de prenez leurs l'exception enfants. pour faire la Attends, règle. Laissez non, mais Karine il faut chuter, savoir s'il que vous les plaît. règles n'existent Arrêtez parce qu'il y a de des prendre l'exception exceptions. pour faire la Les règle. règles Karine n'existent finit. parce qu'il y a Et vous des avez exceptions. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas besoin aussi de se tirer ce genre de cheveux. Il faut rendre les choses complémentaires. On complète Il faut pas donc que- comment il faut pas Karine que les écoute. hommes s'assiedent Ça, c'est- et pensent qu'ils doivent tout recevoir. Il faut donner pour pouvoir C'est recevoir. un débat Donner. philosophique. Nous, on vous parle dans des cas pratiques. Donner Je pour vais recevoir. en France. Quel a été le comportement de Ségolène Royal quand elle était ministre de Mitterrand? Vous pouvez me dire? Vous ne savez pas. Donc, laissez qu'on vous apprend. Quand vous voulez aller en mariage, il y a un terme, un logiciel qu'on n'utilise plus parce que vous n'êtes plus une femme libre comme vous voulez. Et l'homme également. On vous dit, l'homme vit sur ses enfants. C'est-à-dire que lui, la préoccupation Parce que totale, généralement, il ne s'attarde plus sur des détails. On vous le disait par C'est exemple lui, c'est hier. lui, même pas Non, ça. non, c'est C'est vous lui qui de vous l'histoire, accrochez c'est même pas ça. aux Détail. C'est futilités. lui de l'histoire, Comme on vous c'est disait même pas hier, ça. On va poursuivre. l'homme commence d'abord à dire, je vois que la fille là, ta fille là est agitée. Il essaie de voir. 30 C'est secondes. comme ça que 30 ça se fait. secondes. Allons-y. 30 Donc, secondes. non, je termine en disant qu'en fait, l'homme, c'est le bonheur, l'épanouissement global. C'est la femme qui gère les détails. Et c'est la femme qui grade l'homme là, à 5 h du matin en disant que mes chéris, C'est on va se lever C'est bientôt. vice-versa. Non, on va se lever bientôt. Tu dis Tu dis quoi? Merci. Je vais apprêter les Merci. enfants. Merci. Non. Merci beaucoup. Merci Maman Bengan. Merci Karine Et toi, Sontia. tu peux sauter pour aller prêter les enfants. L'homme dit non, tu m'as. Voilà. attends. Bon, d'accord. C'est comme ça. Maman Bengan, merci beaucoup pour ce regard, pour cette analyse également. Dominique Audrey, qui est toujours là à l'offensive. On remercie également la femme que vous êtes, Dominique, parce que si vous ne l'étiez pas, nous ne serons pas heureux d'être avec vous tous les jours en même temps. Oui, c'est important et c'est évident. Et rassurez-vous, moi je vous défends de toutes les façons. Merci. Allez, On dit que les hommes qui défendent les féministes sont comment là? ben non, j'ai rien dit. Ah ben non, attention, hein. Moi, je suis quand même. Il faut défendre la femme, hein. Il faut bien l'encadrer. Allez, on va tout de suite, mesdames, messieurs, nous rendre dans les réseaux sociaux. Karine Sontia ce matin nous présente effectivement cette revue des réseaux sociaux ce matin. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse à 3 sujets ce matin et le premier consiste à parler du ministre Atanganji qui s'intéresse beaucoup à Survie Cameroun Survival Initiative. Hier, il a signé des correspondances adressées aux 2 entreprises qui effectuent dans le transfert numérique de l'argent au Cameroun pour leur demander de fermer ses comptes et de geler les fonds.
Allez, que vous inspire bien sûr aux téléspectateurs votre avis, qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie du ministre Atangandji? Laissez-nous vos commentaires. Nous savons combien ces commentaires sont importants au regard des initiatives qui sont autour de nous, notamment celle du MRC ou encore du professeur Maurice Kamto, Survie, Cameroun Survival Initiative. Monsieur Atangandji demande que les comptes soient fermés. Charles Amem Bachou. Quelle appréciation, quel regard vous jetez sur cette correspondance du Minat Atangandji? Vraiment, j'ai l'impression que désormais, le ministre de l'administration territoriale s'est transformé en chasseur de primes. S'est transformé en chasseur de primes. Permettez que je parle trivialement, parce qu'on a tellement de problèmes. On a tellement de problèmes qui nous préoccupent. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas dit, nous sommes à la phase 3 du Covid, je vous le dis. On a traversé la barre de 1500 cas. 1700, voilà. Nous sommes déjà à la phase 3. Hein? On devait procéder au port obligatoire. Il y a des attitudes, des mesures strictes qui devaient déjà commencer à être prises. Les hôpitaux, la protection civile est où? Pour qu'on se retrouve encore à courir derrière Kamto. Kamto représente quoi par rapport au Covid? Laissez le professeur Kamto, laissez-le tranquille. On a des problèmes plus urgents, les Camerounais veulent se soigner. Voici le Sénégal qui est en train de passer la commande du Covid organique. Covid, c'est Covid organique. Organique pour les Sénégalais. Nous, au Cameroun, on fait quoi? On nous parle de protocoles qu'on ne voit pas. Les gens se plaignent devant les hôpitaux par rapport au corps. On se plaint. Non, on a besoin. Non, mais le ministre Madaouda Malachi, quand même, dans un tweet, nous a fait savoir. Écoutez Charles Amem Bachou. Le ministre, non, pour nuancer. Non, monsieur le ministre Madaouda, il faut nuancer pour que les Camerounais ne vous disent pas que Equinox Télévision ne donne que ce qu'il ne faut pas donner comme information. Il faut nuancer et dire que le ministre Madaouda Malachi, concernant justement le Covid organique, il a initié en ce moment des rencontres avec les Malgaches pour mieux comprendre et voir si on peut s'en approprier. Je suis en train de vous dire que il est seul au front pour le moment. Il n'est pas accompagné. La posture du ministre de l'administration dénote ceci, qu'il a dû peut-être avoir obtenu une fin de non-recevoir du ministre des Finances, une fin de non-recevoir des différentes banques, une fin de non-recevoir de la NIF. Oh, c'est de la NIF, oui, la NIF, qui lui a dit qu'on attend d'être saisi par le chef de l'État, mais si on a quand même pris, on va voir dans quelle mesure. Ça donne l'impression qu'il est seul dans son combat. Il n'est pas accompagné avec les autres. Il est dans un acharnement personnel. Oui, parce que vous voyez, le ministre des Finances se demande, on va trouver l'argent où? Il nous faut de l'argent pour réévaluer le pauvre budget qu'on a trouvé. Le ministre de la Santé est en train de se rendre compte de battre les troupes en disant il faudrait qu'on essaie de se battre, sortons vainqueurs de ce combat. Vous avez le ministre de la Communication qui se bat aussi à son niveau pour dire ça pas en termes de communication. Vous voyez, c'est une bataille sur tous les fronts qu'une seule personne s'acharne et qui a ce silence. Mais franchement, on a eu la sortie du ministre de la Justice qui a dit, en fait, si c'est le ministre, je ne sais pas si vraiment c'est le ministre, mais on a eu dans les différentes publications, on disait une lettre administrative ne peut pas fermer la compte. Le gel d'un compte, c'est un procureur de la République départagé. Et arrêtons ce combat. Arrêtons ce combat que le professeur Kamto, avec ce qu'il a déjà lui aussi pris, qu'il commence déjà à actionner, que lui aussi commence à actionner rapidement, avec ce qui est derrière dans les caisses, je crois que c'est plusieurs millions, qu'il commence à actionner, les Camerounais meurent. Non, on ne veut pas entrer dans ce combat. Il a beaucoup d'argent là, qu'il sorte et qu'on commence à soigner les Camerounais. En tout cas, ce matin, sur les antennes de la radio Equinox, nous avions écouté le docteur Sosten Lipote qui nous faisait savoir qu'on va certainement bientôt vers un peu plus d'1 million d'euros. On n'a pas besoin de chiffres. Oui, c'est déjà collecté qu'on commence à mettre sur les plans. Est-ce que c'est les masques? Est-ce que lui aussi ne bloque pas tout? On a de l'argent pour faire quoi? Qu'on commence à utiliser. Mais il faut quand même reconnaître que le professeur Kamto vient d'initier une rencontre avec à interpeller. Nous sommes à la phase Samuel Cléda pour qu'on puisse trouver certainement les solutions à cela quand même. Oui, qu'il associe les Malgaches. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. Avec ce qu'il on commence avec les Malgaches, on voit avec Monseigneur Cléda. Parce que là, on va commencer à se concentrer sur la piste de Monseigneur Cléda. Ça peut retenir. Si on a les deux, on voit dans quelle marche le plus rapidement possible. On s'engage dedans. Les gens meurent. Une guerre ouverte quand même. Bonbon Bengan. On va dire peut-être une guerre ouverte. Acharnement, ping-pong entre les deux, et là le peuple en lui-même il est un peu perdu quand même. Justement, je suis dans la suite de Charles Amel, il faut éviter ce ping-pong. Qu'est-ce que le professeur Raoul a fait en France? Au point où même l'ordre des médecins veut lui retirer la demande. Donc, c'est quoi? Il dit, moi je vais soigner les gens.
Vous restez réfléchir sur le protocole. Moi, je vais soigner les gens. Donc, moi, je me serais attendu que M. Penda Koka, avec déjà, je pense, au bout de 3 jours, 4 jours, il avait déjà 400 millions. Voilà. Est-ce qu'il n'était pas possible de commencer à faire quelque chose? Est-ce que Samuel Eto'o vous a donné son compte bancaire pour commencer? Il a dit, j'engage. J'engage, il a commencé. Je pense quand on a interpellé la députée elle a commencé. Elle a commencé en attendant le haut, parce qu'elle avait adressé une lettre au MINAD qui n'avait pas encore. Tu m'as dit, je sors d'une circonscription. Elle a commencé à mobiliser. Moi, je pense que Survival Initiative doit commencer même avec les 100 000 qu'elle a. Quelque part, s'il estime qu'il faut apporter un appui au corps médical, bon, il achète ce qu'il faut acheter. Je pense qu'il y a des médecins au sein du MRC qui disent, quand on vient donner au professeur Ndjogala Kantini, il va refuser ça. Voilà, il va faire comment pour refuser? Puis voilà, ils achètent, ils disent, bon, on commence par le centre d'urgence de Yaoundé. Quand on vient leur donner, ils vont refuser. La crainte, c'est qu'on va donner, si Douala se mobilise à aller donner, c'est très compliqué. Il peut encore avoir d'autres complications. Mais non, justement, il faut donc pas entrer. Pourquoi on n'a pas refusé Samuel Eto'o? Le problème, c'est qu'on est entré dans le champ politique. Et en politique, moi, j'allais vous dire que tout le monde a raison. Même ceux qui donnent des coups. Non, je termine par cette phrase, par exemple, parce qu'en fait, ça s'apparente quand même à de l'acharnement. Monsieur Atangandi aurait pu laisser faire. Parce que vous parliez tout à l'heure de femmes. Il y en a une qui a fait le bonheur en France, qui s'appelait Simone Veil. Elle a écrit un livre, La personne et le sacré. Elle a dit, je cite, au-dessus des institutions destinées à protéger le droit, les personnes, les libertés démocratiques, il faut en inventer d'autres, destinés à discerner et abolir tout ce qui, dans la vie contemporaine, écrase les âmes, sans l'injustice, le mensonge et la laideur. Fin de citation. Donc en fait, que vous ayez appelé les partis politiques ou pas, parce que le gouvernement s'est limité aux partis représentés à l'Assemblée nationale et dans les mairies, les autres bonnes volontés, on fait comment? On laisse. On dit déployez-vous. Mais ces bonnes volontés aussi s'engagent, qu'ils laissent le combat là-bas. En disant voilà. Dominique Audrey, sur cette question, effectivement, il y a pas mal d'associations aujourd'hui dans des villages, dans des communautés qui ont entrepris justement de faire des cotisations entre elles et d'aller aider les familles villageoises. Est-ce qu'on a attendu justement? Est-ce qu'on a eu l'accord du MINAD? Est-ce qu'on ne pense pas vraiment aujourd'hui que cet acharnement, on est un peu fatigué de ça? Depuis qu'elle est fatiguée. Je vais vous répondre honnêtement et sincèrement. Prière de ne plus me passer la parole quand il s'agira de parler de ce monsieur et de cette histoire. J'en ai ras la casquette. Oh là là. Je pense que on a tellement parlé de ça qu'il a décidé de continuer avec. L'histoire va retenir. Et ce qui est bien, et je le dis ici tous les jours, c'est que les choses commencent et elles finissent. Comme monte ou qu'on descende, ça va finir. Et là, il faudra rendre des comptes. Moi, j'en ai marre, monsieur Ngachou. J'en ai marre. En tant que citoyenne camerounaise, oui. En tant que citoyenne camerounaise, vous en avez marre. Peut-être il y a un membre de ma famille qui souffre de cette maladie et peut-être on ne sait pas. Et que personne ne sait si c'est un 500 qu'on va enlever dans Survival Cameroun ou bien dans ces comptes qu'on a bloqués là qui va le sauver. Voilà. On n'en sait rien. Peut-être la famille de monsieur Ndjiatanga est à l'abri, ils n'ont pas de problème, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je ne veux même plus parler de lui. Je ne veux même plus parler de cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que les Camerounais regardent. Les Camerounais sont témoins de ce qui se passe. Et moi, je suis d'accord qu'il faudrait que le MRC commence à implémenter leur politique parce que ça prend un peu de temps. Ça prend du temps. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils se laissent distraire.
Ils ont dit qu'ils voulaient aider les Camerounais, qu'ils le fassent. Oui. Puisque il y a une société qui a donné le riz, même jusqu'aujourd'hui, moi j'ai même jamais entendu parler de ça. J'entends juste dire qu'ils sont où, c'est à combien d'argent là qu'ils ont à dépenser pour le déploiement de... J'ai jamais reçu de masque. Dans mon village, là-bas au fin fond de... Personne n'a jamais rien vu, personne n'a jamais rien eu. On ne dit rien, mais on vient faire une guerre inutile et stérile qui ne sert à rien. Qu'ils le fassent, mais vraiment prière de ne plus me... D'accord, vous ne parlerez plus, vous prenez la ferme résolution si de ne plus non, jamais je ne parle plus de lui, je parle plus de Tangandji. lui, c'est une perte de temps. Je ne peux pas avoir une crise d'AVC ici. On a le... Ah, bah, ça c'est un citoyen camerounais qui parle. Est-ce qu'on a le sentiment, Karine, pour passer au deuxième sujet, que peut-être il le fait pour mieux exister? Si vous voulez, mais ce que je pense quand même, c'est qu'on n'est pas dans un espace politique là. On est dans un espace humain. Crise sanitaire. Humain. Il s'agit de la question humaine. Donc vos guéguets de ce n'est pas toi qui dois faire, c'est moi qui dois faire. Je dis même dans les associations, lorsque quelqu'un est malade et que dans l'association là, on n'aide pas les malades, on finit par retirer l'argent qui devait mourir, on devait aider là pour l'aider quand il est vivant. Très bien. Donc on arrête ces guéguerres et on aide les gens. Parce que si les fonds sont déjà là, vous voulez quoi? Qu'on redistribue les fonds des gens, on les redistribue leur argent. C'est déjà là. Ok, monsieur Coca commence déjà à faire une action. Merci beaucoup. S'ils ont décidé d'appuyer on verra comment sur le terrain ils vont empêcher ça. Qu'ils disent donc à l'archevêque, on voilà on t'active à hauteur. Donc plus que jamais, le professeur Maurice Kamto est interpellé. Monsieur Pende Coca, qui est le président du comité de gestion justement de ce fonds Survie Cameroun Solidarité Initiative. Il est temps quand même, avec ce que vous avez déjà sous la main, pour reprendre également le propos des uns des autres, d'initier quelque chose, commencer. Si un seul Camerounais peut en être guéri grâce à un 100 francs ou un 200 ou un 500, vous aurez sauvé le Cameroun. C'est important. Karine Sontia, deuxième sujet. Cette fois-ci, on parle de la rentrée scolaire du 1er juin. Madame la ministre de l'enseignement secondaire, Nalova Lyonga, a dressé ce qu'il faut, des dispositions à prendre par les chefs d'établissement pour pouvoir réaliser cette rentrée des cours. Alors, elle parle de dresser les statistiques des élèves des classes d'examen dans chaque établissement scolaire, diviser chaque classe d'examen en groupe de 24 élèves au maximum par classe, élaborer un planning de cours en fonction des groupes qui va permettre aux enseignants de dispenser des cours aisément et sans courir les risques et couvrir tout leur programme, mais surtout transmettre les statistiques des élèves des classes d'examen ainsi que les listes des groupes constitués par voie électronique au plus tard le mercredi 29 avril, donc demain. Demain, attention, Dominique Audrey Yengelek, je vous relance quand même sur ce sujet. Il y a même des Camerounais qui pensent aujourd'hui que la ministre a fait du copier-coller. Là, on dit même que la ministre aurait pris entièrement le projet qui a été fait, oui, celui d'Edouard Philippe en France, pour le reproduire au Cameroun. Est-ce que ça ne confirme pas jusqu'ici que nous sommes les élèves, justement, de la France? Quand j'allais à l'école, et quand on remettait nos feuilles de mathématiques, je vous rassure, j'étais pas brillante. Je lançais des coups d'œil électriques. Lorsqu'on remettait les feuilles, l'enseignant disait, lorsque vous voulez tricher, il faut être intelligent. Un tout petit peu. Oui, parce qu'on ne copie pas, parce que vous avez copié, hein, jusqu'au je vais point pas dire de vue vêtements, mais on triche intelligemment. Il n'y a pas de mal à copier, mais maintenant, la transposition doit être faite par rapport au contexte dans lequel on vit, au contexte qui régit notre environnement. Ils se sont entêtés à ce que les enfants reviennent à l'école le 1er. Il n'y a pas de problème qu'ils le fassent. Mais maintenant, quelles sont les mesures pour accompagner? Parce que moi, j'ai parlé avec des parents qui disent qu'eux, ils ne sont pas prêts à perdre leur enfant pour un probatoire ou bien pour un BPC. Comment est-ce qu'ils vont faire pour que les enfants reviennent à l'école? Et le communiqué est tout récent. Comment on donne juste un espace d'à peine, c'est quoi, 4 jours, 3 jours, pour qu'on puisse faire ce recensement? Moi, je trouve que c'est un peu précipité. C'est un peu précipité parce que moi, je ne suis pas sûre que tous les enfants reviendront là-bas. Et c'est parce qu'ils ont attendu la fin du mois pour pondre ce communiqué-là.
Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y aura de nouvelles rémunérations? Quelles seront les procédures de recrutement de nouveaux enseignants? Ainsi de suite. Est-ce qu'il y aura des tests qu'on va effectuer sur les enfants tous les jours quand ils vont entrer? Comment ça va se passer lorsqu'ils vont rentrer? Ainsi de suite. Est-ce qu'il y aura des frais à payer pour les examens? Est-ce que, parce qu'il ne faut pas seulement prendre, c'est vraiment martial, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites ceci. Est-ce qu'on s'est concerté avec les différents... Je ne sais pas s'il y a les syndicats chez les enseignants. Il y en a, partout même d'ailleurs. Est-ce qu'ils se sont assis avec ces gens-là qui ont donné les sentiments des personnes qu'ils représentent? Moi, j'en sais rien. Mais je me demande vraiment si ça va marcher. En tout cas, honnêtement. des questions également comme celle que nous lisons sur Internet. Kan Osbatski qui dit où vont-ils prendre les enseignants? Enfin, ils vont prendre les enseignants où? La question bien sûr est posée. Voilà. Et Charles Amembachou, c'est quand même un sujet qui vous intéresse, vous aussi qui êtes parents. La crainte est quand même, vous la partagez avec plein de Camerounais par rapport aux enfants. Et on a le courage de dire que les enseignantes de la crèche vont donner cours aux enfants du CM2. Que les enseignants de la maternelle vont aller donner cours aux enfants du CM2. C'est très simple. Parce que dans l'une des écoles que je connais, il y a 135 élèves dans une salle de classe. De classe 6. Ils ont 135 élèves. S'il faut diviser par 24, ça fait 6 salles de classe qu'il faut aménager pour une seule salle de classe. Et dans cette salle de classe 6, il y a un professeur de France, un maître de français et un maître d'anglais. Ça fait 2 pour une seule classe de 136. S'il faut diviser en 6 classes, ça fait combien? Dans cet établissement dont je parle, il y a 6 classes de classe 6. Il y a 6 classes de classe 6 avec 135 élèves au minimum. Je laisse ce que vous appelez les auditeurs libres. Ça va faire combien? Ça va faire 24 salles de classe qu'il faudra aménager pour combien d'enseignants? 12 enseignants. Ça, ce n'est qu'un plan. Je vous saute les coûts moyens d'eux. Dans le même établissement, je saute les coûts moyens d'eux. Donc, vous vous rendez compte qu'on va se retrouver à ceci qu'il faudrait avoir un surplus. On va aller où? On va prendre les professeurs de 6e, 5e pour venir donner cours. On n'a pas réfléchi. C'est un copier-coller tout simplement. Inutile, c'est un copier-coller. Comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Un établissement, quelqu'un a proposé toujours sur la toile qu'autant mieux, on sort tous les élèves là dans la grande cour. On place tous les élèves, on fait cours. Vous voyez jusqu'où on n'est pas prêt, on ne se prépare pas. C'est bien vrai, il faut que les enfants composent. Ceux qui sont en classe d'examen doivent éventuellement présenter leur examen. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire comme l'Italie qui a proposé, par exemple, une rentrée jusqu'en septembre, comme la France, le comité scientifique en France, qui à travers un journal parisien, le comité scientifique a proposé la rentrée en septembre. Tous sont en train de proposer la rentrée en septembre. Pourquoi faut-il absolument sauver, même au péril? Parce que là, nous sommes en train d'entrer... justement de l'année, une année blanche. Oui, nous sommes en train d'entrer dans la 3e phase. Le pic, attention, on est en train d'entrer dans la 3e phase, puisqu'on est en train de traverser à les bas, on ne fait que décompter. Et ça, c'est pour les principales villes. Ceux qui meurent dans les maisons, ceux qui ne sont pas encore sortis, ceux qui sont dans le confinement, parce que l'hôpital ne peut pas tout prendre les capacités de prise en charge. Ah, c'est grave. Donc se retrouver là, vraiment... Allez, on va, avant de revenir à Mbongo tout à l'heure, on va d'abord marquer un petit arrêt, surtout, très important, en allant rencontrer ce matin Constille Amine avec le concept Salaka. Il a décidé et choisi ce matin, on reviendra, rassurez-vous de toutes les façons, il a décidé et choisi ce matin de nous parler bien sûr de Sorepco. Constille Amine, bonjour à vous et bienvenue. Alors, bonjour mon cher ami et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco et surtout à tous ces partenaires du concept Salaka, votre concept de communication, de vente sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio. On peut déjà remarquer le décor sur ce plateau ce matin. Je parle de la sécurité routière, je parle bien sûr de la sécurité de votre véhicule. Alors, je parle bel et bien des pneus de qualité supérieure. Ah ben oui, pour ceux qui ont des Mercedes, pour ceux qui ont des Toyota, pour ceux qui ont des Mitsubishi, pour ceux qui ont des voitures de tourisme, c'est donc l'occasion plus que jamais de vous rendre dans les magasins Sorepco. Oui, c'est vrai qu'on va dire qu'en ce moment, nous sommes bien sûr en plein confinement, ça je le sais, raison pour laquelle Sorepco a choisi cette période où tout le monde est à la maison pour présenter officiellement les pneus de qualité supérieure. C'est donc l'occasion plus que jamais de les acheter. C'est l'occasion plus que jamais, bien sûr, d'assurer la sécurité de votre véhicule avec des pneus de qualité
qualité supérieure. Et quand on parle bien sûr des pneus, on parle bien sûr de la marque Rothschild. Oui, ce ne sont pas les pneus d'occasion, c'est les pneus d'origine. C'est les pneus bien sûr arrosés de plusieurs mois de garantie qui sont donc en pleine promotion dans tous les magasins Sorebco, que ce soit à Yaoundé, que ce soit en Ngolo-Mondouka, que ce soit à Bertois, dans tous les magasins Sorebco, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est donc l'occasion plus que jamais d'acheter des pneus de qualité supérieure à des prix vraiment dérisoires. Plus besoin d'acheter des pneus d'occasion. J'attire l'attention bien sûr des garagistes, j'attire l'attention de tous les revendeurs du côté du camp Yabassi, du côté bien sûr, c'est-à-dire du côté de Nkolmesen, j'attire l'attention de tous les revendeurs. Ceux-là qui veulent faire de très bonnes affaires, ceux-là qui veulent gagner assez d'argent, rendez-vous dans les magasins Sorebco et achetez en ce moment des pneus Rothschild, des pneus de qualité supérieure. Nous allons tout de suite, bien entendu, commencer par la première vente de ce matin, chers téléspectateurs. C'est un pneu 235 65 R17 qui coûtait avant la promotion à plus de 70 000. Mais vous l'avez en ce moment dans les magasins Sorebco à 48 000 francs. Oui! Regardez bien sûr la qualité du pneu. Regardez comment il est design. Regardez comment il est nyanga. Regardez comment ça se présente à l'écran. C'est donc la même présentation que vous retrouverez dans tous les magasins Sorebco. Ce pneu, bien sûr, regardez bien sûr les caractéristiques. C'est un pneu, c'est-à-dire de tourisme de marque Rothschild. 235, bien entendu, 65 R17. Vous l'avez à 48 000 francs. Oui, je dis bien 48 000 francs. Ce pneu d'origine dans les magasins Sorebco. Alors, un peu plus devant, un pneu encore plus volumineux pour une voiture encore plus costaude. Vous l'avez à 56 000. Oui. C'est bien sûr le pneu 245 65 R17. C'est donc la référence de ce pneu que vous avez dans les magasins Sorebco à 56 000. Regardez bien sûr comment ça se présente. Est-ce qu'on doit encore acheter les pneus d'occasion? Est-ce qu'on doit encore acheter ces pneus-là qui viennent, qu'on doit laver, qu'on doit brosser avant de vendre? Vous allez voir un pneu quelque part, il a l'air neuf alors qu'il n'est pas d'origine. Dans les magasins Sorebco, ce sont les pneus d'origine. Ce sont les pneus de qualité. Ce sont les pneus qui sont véritablement neufs que vous avez bien entendu des prix vraiment dérisoires. On parle bien sûr également d'une autre série de pneus. C'est bien sûr le 275 que vous avez à 60 800 francs. Donc ces trois pneus sont en pleine promotion dans tous les magasins Sorebco et j'attire l'attention bien sûr des revendeurs. J'attire l'attention des garagistes, des mécaniciens, de tous ceux-là qui ont un véhicule, une voiture de tourisme. Rendez-vous chez Sorebco, économisez bien sûr en temps, économisez en argent, achetez la qualité. Ça ne sert à rien d'acheter un pneu chaque mois alors que chez Sorebco, on a des pneus 235, bien entendu à 48 000 francs, des pneus série 245 à 56 000 et bien sûr des pneus 275 à 60 800 francs. Et ce n'est pas tout. Le cadeau que Sorebco offre à tous ceux-là qui vont acheter deux pneus. Dès que vous achetez deux pneus, quelle que soit la série, bien entendu, le deuxième pneu, vous bénéficiez d'une réduction de 50%. Tenez-vous tranquille, par exemple, vous achetez un pneu, c'est-à-dire 235 à 40 800 francs, à 48 000 francs, et vous décidez bien sûr d'acheter un second pneu, R245, qui coûte 56 000 francs. Le second pneu vous sera vendu à moins 50%. Faites les calculs, vous êtes à 48 000 francs pour le premier pneu et à moins 50% sur le deuxième pneu. C'est donc là la grande opportunité que j'accorde ce matin à tous les téléspectateurs qui en ce moment. Les numéros de téléphone, vous les avez. Et je rappelle également que la promotion des congélateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs se poursuit dans les magasins Sorebco ainsi que les carreaux 60 par 60. Profitez de ce moment de promotion. Profitez de cette baisse drastique des prix dans les magasins Sorebco pour faire de très bonnes affaires à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Kribi. Regardez bien sûr sur ce plateau. Admirez le design, admirez la solidité, admirez la beauté. Oh là 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 là. Regardez comment c'est nyanga. Ce pneu vous donne l'envie de conduire. Oh. Ce pneu vous donne l'envie de circuler dans de très bonnes conditions. Vous l'avez à 48 000. Ce pneu de qualité supérieure de marque Rothschild dans tous les magasins Sorebco.
Amine, merci infiniment pour ce moment avec le concept Salaka et bien évidemment Sorepco. De retour sur le plateau avec Mbombo Bengan, Charles Bachou et Karine Santia. Mais il est quand même important aujourd'hui de dire Mbombo qu'il y a un sujet sérieux aujourd'hui au Madjeni. C'est un sujet qu'on aurait bien pu avoir avec vous, Karine Santia. Rappelez-nous justement les faits. Oui, grève du personnel de Madjeni pour paiement de 9 mois de salaire impayé entre 2018, 2019 et 2020, paiement des indemnités de carrière, chèque de mise en retraite, paiement des allocations familiales depuis 24 ans et puis le paiement régulier de salaire à compter du mois de mai 2020, ça c'était hier. Et bon, qu'est-ce que ça vous renvoie comme idée du côté du Madjeni? Trop de pincements au cœur et surtout, vous allez peut-être me traiter comme un oiseau de mauvaise augure, mais non, je suis obligé d'attirer l'attention de l'opinion publique camerounaise, mais surtout des dirigeants. Il risque d'avoir une déflagration sociale au Cameroun. Vous avez vu, vous avez écouté l'analyse de Salamé tout à l'heure par rapport au découpage du moins des salles de classe pour terminer l'année scolaire dans le 3e trimestre. Vous savez, il y aura des grincements dedans. Madjeni, qu'on a abandonné complètement. Laboratoire national de l'ANACOM, ils sont également en grève. Vous voyez, il risque d'avoir une déflagration sociale qui, en plus, lorsque c'est compliqué, hein, ces choses-là, nous avons un ennemi Covid qui est là, Covid-19, qui est en train de menacer tout le monde. Donc, le corps médical est complètement désorganisé dans le cafouillage. Les autorités n'arrivent pas à trouver des solutions. On est dans l'engagé. Et non, parce que ces compatriotes Madjeni, ils sont exposés au Covid-19 comme nous tous. En plus, ils n'ont pas d'argent. Parce que là, c'est quand même plusieurs mois. Et l'année scolaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez voir. Donc, on risque de se retrouver dans une situation où les citoyens vont dire à quoi sert même de vivre. Lorsqu'on arrive à ce moment, c'est pour ça qu'on dit souvent que le pays est à terre. Quand le citoyen n'a plus conscience de sa vie, il dit « faites ce que vous voulez ». J'expose ma poitrine et là, ça risque d'être mauvais. Et si ça arrive donc dans toutes les strates sociales, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que nous voyons c'est pour ça qu'il faudrait que le gouvernement continue, ne cesse pas de mobiliser le corps social. Les rencontres, j'ai entendu le ministre Grégoire Ona du Travail et de la Sécurité sociale avait son maître mot à l'époque en parlant du dialogue social. Donc il faut actionner ça. Parler avec les syndicats, ne pas attendre ces mouvements, et il y a aussi un terme que je n'aime pas, on dit mouvement d'humeur, il faut dire mouvement de colère. Les Cameroun sont en train de manifester la colère. Ce qui se passe Madjeni avec sa sœur qu'on appelle Labogénie, ça risque d'être mauvais. Bon Bengan. C'est mauvais. Et là, on vous entend très bien. Parce qu'ils vont même ramener le fait que comment le chef de l'État a amené ici chez nous les Turcs, on les a abandonnés. Donc pourquoi la construction des stades alors qu'il y avait la possibilité où l'argent coulait de le faire au Cameroun. Voilà, qu'on les fasse travailler et qu'on les paye. Charles Amel, votre point de vue rapidement sur la situation au Madjeni ce matin. Monsieur Michel Ngachou, hier on a eu le camion de Mami Wata qui est resté à Denver. À l'entrée de Denver, ça tournait dans Bonamous Hadi. Il cherchait à arroser qui vous n'allez pas savoir. Dans toute la zone de Bepanda, hier, il y a eu des camions, des pick-up de gendarmerie qui faisaient des rafles. La police ici, oui. Et vous avez les transporteurs qui hier se préparaient à gréver. On fait des rafles, on les ramène où dans les cellules? On a raflé. Je vous parle des rafles. Avec le Covid-19. Je prends le cas de Denver. Les populations de là vont savoir ce dont on parle. Le camion de la police, Mami Wata a fait le tour. Il y a des gars des syndicats, c'était un gars des syndicats qu'on a interpellé. C'était 3 grèves. 3 grèves. Au Madjeni, c'était grave. On a envoyé la gendarmerie même pour essayer de museler ces différentes personnes. Écoutez. Au lieu de causer, je ne parviens pas à manger. Je ne parviens pas à me soigner. Je ne parviens pas, même confiné, à payer avec un bailleur qui est sur moi. Et vous avez mon argent. Et vous m'empêchez de pleurer. Non, attendez. Là, les gens sont en train de pleurer. On leur dit, restez.
Personne ne doit C'est une pleurer. situation assez compliquée. Non, mais c'est grave parce que 100 000 des gens, 100 000 les habitants de Denver, toute la zone de Denver, Bonamou, ça dit, mais dans l'inquiétude, le Mami Wata fait quoi là? Le truc qu'il lance, ça fait quoi là? Ils sont restés garés à la station là. Je dis, on a chronométré le temps. Dans Bepanda, c'était partout. Mais on rafle en plein Covid, on les amène où? Franchement, on les amène. Il y a des questions qu'il faut se poser à un moment comme celui-ci. C'est assez embêtant. Dominique Audrey, justement, c'est récurrent. Les entreprises sont touchées aujourd'hui et on n'a pas qu'il puisse avoir une grève générale. C'est parce que nous voulons, nous ne souhaitons même pas, mais on craint qu'avec, cette déflagration économique, on va le dire ainsi, Moubon Bengan, que toutes les entreprises sont touchées aujourd'hui. Dominique Audrey, c'est une crainte quand même, hein? Le ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà. Vous pensez que si j'ai faim, vous allez me verser l'eau, ça va faire quoi? Ça ne fait rien. Je vais Rien dire, du tout. tuez-moi seulement. Oui, là je n'aurai plus faim. Là je n'aurai plus faim. Moi je suis un peu peinée de voir la personne qu'ils ont interpellée sur leur plaque là. Mais c'est lui qui nomme ces gens-là. Dominique Audrey n'est pas à l'antenne. Si on pouvait Vous moins pensez la voir, que ça nous qu'est-ce plairait. que ça va changer? Merci. Ça va changer quoi? Restez là-bas, qu'on vous donne votre argent. Qu'on vous donne votre argent. 9 mois, c'est énorme. C'est énorme. Comment les gens font pour vivre? Moi, je ne comprends pas. J'ai une question, hein. Peut-être moi, je ne sais rien. Ouais. Est-ce qu'on verse normalement les salaires des employés dans ces entreprises-là? Bah écoutez, c'est le cas du Mac Jenny, on est à 9 mois, c'est ça? Non, comprenez ce que je veux dire. C'est que si l'ANACOM, par exemple, est-ce qu'ils ont leur salaire qu'on envoie, qu'on doit leur donner normalement? Non, on ne sait pas. Il sait seulement que c'est les employés n'ont rien. C'est devenu tout fou là. On dit à la Donc on ne sait pas s'il y a les salaires qu'on doit... Ils ont fait une première concertation pour ceux qui ont vu le journal d'hier sur Equinox. Il y a une première concertation, on leur a donné rendez-vous le 24. C'est-à-dire d'ici le 24, le paiement, vous aurez le paiement effectif de vos salaires pour ceux de l'ANACOM. Les gars ont attendu, ils n'ont rien vu. Les gars disent, mais cette histoire, ils nous prennent pour qui? Après une ou deux autres concertations. Le DG ne vient pas. Le DG ne vient pas. Les gars du Madjeni ont engagé une grève. On en parlait ici au mois de mars. Vous vous rappelez, au mois de mars. Effectivement. Ils ont engagé un mouvement, ils avaient prévu engager un mouvement d'humeur sur toute l'étendue du territoire. Mouvement de colère. Mouvement de colère, bon. Voilà. Sur Mouvement toute de l'étendue. revendication. Sur toute l'étendue du Cameroun. Oui. Le lendemain où on a commencé à décrire, on les a appelés, on les a donné chacun un mois. Un mois. Oui, Sur on leur 11 donne mois, la non, colère. sur 11 mois. Et à certaines régions, on a donné 2-3 mois. Je peux vous le dire. Parce que là encore, il y a eu un règlement à tête chercheuse. Il y a des régions, là, on a Ça donné avait 2 à le 3 mois. D'autres régions, on a donné seulement un mois en disant que patientant va vous donner. Nous nous retrouvons aujourd'hui, certains, ceux de Douala, parce que ça, il faut représenter. Ça se parlait sur le Madjeni de Douala qui revendique 9 mois. Donc sur 11 mois, On le peut-être on a revendique. donné, oui, peut-être 3 mois. Mais les bailleurs ne veulent pas Est-ce que comprendre les que vous bailleurs n'avez vont pas été comprendre ça? payé. Vous êtes dans une alors, maison depuis des Bailleurs mois, ne veulent pas depuis comprendre 9 ça. mois, depuis 11 Et mois, tous vous les n'avez jours, pas vous réglé. sortez pour Vous aller sortez pour travailler. aller travailler. Vous ne parvenez pas à nourrir votre famille. Ça craint. Non, j'estime à un moment. Non, vous savez, Ça craint. vous savez, on le un dit. peu humain. C'est la voix du peuple aujourd'hui qui demande au président de la République. Monsieur le président de la République, si les caisses du Cameroun sont vides, Pardon, dites- vous avez des gens dans les cellules. Vous avez des gens, l'opération épervier, qui veulent rembourser les corps du délit. Trouvez, faites des négociations pour essayer de Bon, ça, d'apaiser ces ça, c'est une compensations. proposition de Charles Mais Abel on Bassi. est surendetté. Le Cameroun est surendetté. Je dis, on a des dettes On a besoin officielles encore, comme encore. officielles, on est endetté. Vous allez payer ça. Les petits-fils de vos petits-fils, des petits-fils de vos petits-fils vont rembourser ça. Vous n'avez les ordinateurs, non? 75 milliards. Vous connaissez combien? C'est 20 ans qu'il faut rembourser. À côté de ça, il y a les terres. À côté de ça, on ne fait que faire des crédits. Comment? La situation est C'est hyper grave. compliquée. Karine Santia, j'aurais bien voulu avoir votre point de vue rapidement, le temps pour nous sortir cette émission. La situation est grave parce que c'est pas la seule entreprise camerounaise qui souffre de ça. À côté de ça, il y a des gens qui ont perdu leur travail suite à cette pandémie. Et voyez-vous qu'il y a tellement de mesures à respecter que si vous ne recevez pas votre salaire en tant que travailleur, vous allez vous retrouver comment? Comment est-ce que vous allez faire? Et pour vous alimenter en vitamine C et tout ce qu'il faut, acheter des gels désinfectants, se laver les mains, sortir, c'est compliqué quand même. Il faut prendre quand même la mesure des choses. 9 mois sans salaire, comment est-ce que je fais pour rester dans le genre de travail là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut être des passionnés. Non, il faut être des passionnés pour des génies de la passion pour faire le genre de choses là. 9 mois sans salaire. Mince. Allez, madame, monsieur, on vous dit merci, mais sans toutefois oublier que les entreprises de communication, les entreprises
investi dans l'audiovisuel, dans l'exploitation justement audiovisuelle aujourd'hui. Radio, télévision, presse écrite et même presse cybernétique au Cameroun souffre également du Covid-19. Vous le savez, il n'y a pas d'aide à la presse privée au Cameroun. Il n'y a aucune subvention à la presse privée au Cameroun. Et on se demande, avec le Covid, est-ce que les animateurs, est-ce que les journalistes, est-ce que les rédactions vont pouvoir travailler et vous donner la bonne information véritablement, grâce peut-être cette fois-ci au ministre de la Communication que nous interpellons plus que jamais, effectivement, avoir le cas des radios, des télévisions, des presses écrites du Cameroun et même des presses cybernétiques. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'aider effectivement la communication. Tout le monde en rit sur le plateau, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde en rit, mais... Le ministère d'État, c'était la public, il vous a dit qu'il va lui donner, va lui apporter... Ah non, l'émission est terminée. L'émission est terminée. Retrouvons... Non, on n'en rit pas, c'est très sérieux parce que c'est pas parce que c'est nous, hein. Alors, donc, la presse regarde maintenant le ministre de la Communication. C'était tout, justement, pour ce jour. Merci Dominique Audrey, merci Karine Sontiam, Bonbon Bengan, Charles Amen Batou. Et à vous, téléspectateurs chéris, vous êtes assez nombreux et votre fidélité nous honore tous les jours.